Voilà, donc nous allons démarrer. Alors, juste sur le principe, pour ceux qui viennent pour la première fois, moi je vais lancer un certain nombre d'idées au fur et à mesure, mais surtout pour un petit comité, vous n'hésitez pas si vous avez des choses à ajouter, des commentaires, des objections, des cris de douleur, quand je dis des choses horribles, vous n'hésitez pas, hein, on est entre nous, voilà. Et puis voilà, c'est d'ailleurs un peu l'idée, c'est pas une... Ça peut ressembler à une conférence, ça ne l'est pas, hein, c'est plus d'avoir un peu un dialogue. Puis je vous avoue que personnellement, c'est un peu ma manière de travailler en tant que philosophe, je travaille sur le dialogue, parce que c'est comme ça, j'amène des idées, des nouvelles idées, et j'écris beaucoup tous les jours, et je me sers beaucoup de ce que j'entends, voilà, y compris des objections, hein, mais les objections, justement, ça amène soit à repenser, soit à réfléchir plus avant pour justifier ce qui semble manquer, voilà. Donc vous n'hésitez pas, même si ça vous semble, souvent les personnes craignent que ce soit idiot ce qu'ils ont dit, mais ce qui est idiot peut être très, très intéressant. Donc je ne veux pas vous vexer, mais même si c'est idiot, dites-le quand même, voilà. En gros, c'est le principe, voilà. Alors, donc, voilà, donc, je vais vous l'adresser, le fait de ce que j'ai appelé l'obsession de la famille. Alors, certains peut-être me dire, mais pas du tout, c'est vrai qu'il y a des gens qui s'en foutent de la famille, mais on va dire qu'en général, l'être humain est plutôt soucieux, hein, de la famille, voilà. Alors, je voulais vous raconter des petites choses, histoire de montrer un peu la chose, et montrer un peu, mettre en scène, voilà. Alors j'ai toujours d'utiliser des expériences ou des choses que j'ai vues récemment. Alors la première, je voulais vous dire, dans la famille, c'était voilà, c'était un film bon, qui s'appelle Repentir, comment ça s'appelle, sur la mafia italienne. Il y a un gars, enfin un mafioso, quoi, un tueur, hein, et puis alors il a tué plein de gens, et puis ça n'a vraiment pas l'air de trop le soucier, quoi. Alors il est repenti, il en parle, mais on n'a pas l'impression qu'il a vraiment un sentiment de culpabilité. Donc tuer des gens lui cause aucun problème. Et puis à un moment donné, son fils s'est fait tuer. Et alors là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Vous voyez ? Alors, on va dire, ben, je comprends, oui, mais quand même, il y a quand même l'idée de deux poids, deux mesures. C'est-à-dire tuer plein de gens, aucun problème, mais mon fils, non. Vous voyez ? Alors, après, on va voir pourquoi on en arrive à ce type de fonctionnement, un peu, on va dire, schizophrène, où il y a vraiment deux poids, deux mesures, hein, mais quand même, je voudrais vous inviter à quand même vous en étonner. Pourquoi, hein, il y a ma famille, et puis il y a les autres. Et puis, pas avec une petite différence, non, une différence radicale. Les autres, on peut les tuer sans problème, ma famille, non. Vous voyez, hein, voilà, première chose que j'entends. Et alors, en opposition à ça, je voulais vous proposer une autre situation qui, dans un cadre culturel totalement différent, qui est avec, alors je pense que vous êtes tous un peu assez âgés pour vous rappeler de l'imam Khomeini, hein, fondateur de la République islamique iranienne, bon, qui a été notre hôte en France pendant des années. Bon, après on peut aimer ou pas aimer, peu importe, mais quand j'étais en Iran, j'avais des travaux en Iran, on m'avait invité à visiter sa maison. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est pas la maison du mafioso, c'est une petite maison très humble et pauvre pour le dirigeant de la République islamique iranienne. Vous voyez, c'est vraiment, non, c'était pas du tout quelqu'un qui en jetait, on va dire, c'était pas un grand chef à la mode des Émirats, non, c'était très humble, petite maison et tout, très pauvre. Donc il a passé toute sa vie en Iran, enfin, après quand il est revenu de France. Et puis alors on vous visite, puis on vous raconte des petites anecdotes. Et là, il m'a beaucoup marqué. Que j'ai rencontré d'abord, je vous explique un rituel islamique, c'est que quand quelqu'un meurt, ce qui se passe, c'est que les gens vont chercher le corps dans sa maison, et ils vont le transporter à pied, enfin, ici la ville n'est pas trop grande, enfin, ils vont le transporter à pied, un cortège, de sa maison jusqu'au cimetière, voilà. Et puis, suit qui veut suivre, quoi, voilà, j'ai les gens qui suivent, voilà. Donc, voilà. Et on raconte que Khomeini, quand un cortège passait devant sa maison,
il avait un principe, il faisait toujours 10 pas pour accompagner le mort. Le mort arrivait, il passait devant chez lui, il faisait 10 pas, et puis il rentrait chez lui. Eh bien, le jour où son fils est mort, il a fait exactement la même chose. Il a fait 10 pas, et puis il est revenu chez lui. Ce qui symboliquement est intéressant, c'est que lui, justement, ne faisait pas cette distinction radicale entre sa famille et puis l'humanité. On pourrait imaginer, on pourrait avoir l'idée que pour lui, sa famille, c'était l'humanité. Donc ce qui est contraire, on peut dire, avec le principe de famille tel qu'on l'entend en général. Il y a ma famille, et puis il y a les autres. On est plus comme le mafioso que comme l'imam Khomeini. Voilà. Pendant que je vais mettre en face à face ces deux petites anecdotes. Et puis après, dernière, moins frappante, mais quand même a fait rigoler pour quelqu'un chez qui je parlais dans le coin. Et puis qui me parlait de sa fille. Et puis, bon, sa fille, et puis à un moment donné, parlait des aventures étudiantines de sa fille. Et puis, visiblement, j'avais compris qu'elle avait raté un examen après une prépa, je ne sais pas quoi. Je dis donc, elle a raté l'examen. Je commence un discours, je répète. Donc, elle a raté l'examen. À nouveau, tout un discours pour éviter qu'elle a raté l'examen. Troisième fois, ça ne marche toujours pas. Et finalement, c'est le mari qui dit oui, elle a raté l'examen. Mais pour la mère, c'était trop douloureux, trop pénible, trop ce que vous voulez, d'admettre que sa fille avait raté un examen. Voilà. J'imagine si c'était la fille de la voisine, ça lui aurait causé beaucoup moins de problèmes. Mais le fait que ça soit sa fille, elle était prête à, je dirais, on va dire, à nier la réalité, parce que c'est ma fille. Voilà. Donc, c'est une autre petite anecdote plus locale sur le rapport qu'on a avec la famille. Donc, j'essaie de vous montrer par là, c'est qu'on voit que, bon, il n'y a pas que la famille, mais quand même, ce qu'on peut voir avec la famille, c'est qu'on a un rapport biaisé avec la famille. C'est-à-dire que c'est comme ce qui s'appelle en physique les attracteurs étranges, c'est-à-dire que vous avez des espèces de structures, vous pouvez vous venir, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, on ne punit pas les retardataires, ils sont les bienvenus quand même. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est une structure, quoi, qui est dans l'espace, et puis on s'aperçoit que quand un autre, corps va par là, il y a une torsion qui s'effectue où on n'a pas une orbite normale, voilà, en gros. Hein. Donc ça crée une torsion, voilà. Hein. Vous avez aussi les trous noirs, qui a le recarrément absent de tout, voilà. Donc la famille, dès qu'on pense à la famille, d'ailleurs, quelqu'un qui me disait, si vous voulez vous disputer avec quelqu'un, c'est pas compliqué, parlez-leur de leurs enfants. Hein. Une manière les plus faciles de se disputer avec quelqu'un quand vous allez parler de leurs enfants, comment sont leurs enfants, et puis surtout comment ils ont éduqué leurs enfants. C'est très délicat de discuter avec des parents sur les modes d'éducation de leurs enfants. Voilà. Donc c'est ce que j'appelle un effet d'attracteur étrange, ou alors évidemment c'est pour des raisons émotionnelles, hein, je pense que ça n'a pas trop à faire avec la raison, pour des raisons émotionnelles, dès qu'il s'agit de la famille, d'un coup, hein, il y a une espèce de tension, les discussions deviennent difficiles, il y a beaucoup de subjectivité, voilà, hein, beaucoup de sensibilité, appelez-le comme vous voulez. Voilà, hein. Et ça, c'est frappant. Alors, on connaît tous, hein, je vois quand je raconte cette histoire, mais tout le monde connaît ces expériences-là, mais bizarrement, ce n'est pas quelque chose sur lequel on a l'habitude de réfléchir. Alors, on n'a pas l'habitude de réfléchir sur la famille, le statut de la famille, la manière. Si le seul moment où ça va se passer surtout, c'est quand il y a de gros problèmes. On a ras-le-bol, et puis soit on est prêt à divorcer, ou les enfants ne supportent plus, ou les enfants disent mes parents ils le supportent. Mais à nouveau, c'est pas très rationnel, quoi. C'est juste, on est insupporté, on est agacé, on est prêt à jurer de ne plus voir les uns les autres, voilà. Hein. Donc, en général, c'est dur, c'est difficile de discuter de la famille et puis de l'analyser objectivement. Voilà, c'est pas compliqué. Alors, de là, ça, tout à l'heure, on disait traumatisme de famille. Alors, traumatisme, disons que ce qui est clair, c'est pas nécessairement le traumatisme, mais évidemment, la famille a un gros impact, hein, sur notre existence, puisqu'on a grandi avec, on a été éduqué avec, on y a vécu, pour aller vite, 18 ans, jusqu'à devenir adulte, hein, ça fait une sorte de côte mal taillée. Ben, évidemment, on ne peut pas être
pas rester indemne, ça ne peut pas ne pas nous affecter d'avoir grandi et tout ce qu'on a pu vivre avec une famille. Et puis ensuite, si c'est la famille qu'on a constituée par la suite, c'est pareil, il y a eu tout un investissement émotionnel et autres avec un compagnon, avec des enfants, voilà, on part, rester indemne. Voilà. Alors ça peut prendre des formes en effet traumatisantes, qui n'a pas une histoire terrible à raconter sur ce que son père ou sa mère lui a fait. N'importe qui, sauf s'il ne veut pas le dire, mais il n'y a personne qui n'a pas au moins une histoire terrible à vous raconter sur ses parents. Pareil sur les enfants, pareil, voilà. Mais en même temps, évidemment, il y a d'autres aspects. Voilà. Et donc, c'est un peu la première chose, c'est de se rendre compte que la famille, c'est un effet un peu amplificateur de nos soucis existentiels. Voilà. C'est-à-dire qu'on a tous des soucis existentiels, pas nécessairement dramatiques, mais des soucis sur la vie, sur le sens de la vie, sur les difficultés de la vie, tout ce que vous voulez. Mais la famille fait toujours un peu chambre d'écho, si vous voulez, sur nos affaires existentielles. C'est pour ça que très souvent, on est prêt à expliquer ce qui nous arrive par la famille. Tout à l'heure, on l'avait en rentrant. Voilà. Moi, je suis Alexandre Jésus-Christ, je t'imite parce que ma famille, mes parents, m'interdisaient de parler à la maison. Oui, on a tous ça. Voilà. Alors, mon seul problème avec ça, c'est que ça peut devenir un alibi, la famille. Voilà. Moi, j'ai rien contre que la famille nous affecte, mais à quel point on peut attribuer ces facultés, ces difficultés autres à la famille, à quel point, écoutez, après tout, on est des êtres libres, je ne sais pas si vous acceptez qu'on est des êtres libres, et puis c'est notre responsabilité, notre choix. C'est d'ailleurs, en parenthèse, je dois faire là-dessus, c'est qu'il y a une opposition intéressante dans l'histoire de la pensée entre le schéma psychanalytique, qui est peut-être plus connu aujourd'hui, donc complexe d'Édipe, traumatisme, tout ça, et puis une critique qui s'est faite du schéma psychanalytique, en particulier par Sartre, par exemple. Sartre était très critique de la psychanalyse, parce que pour lui, si vous voulez, ça gommait la dimension de liberté et d'autonomie de l'être humain. Voilà, autrement dit, on explique, parce qu'on m'a fait ça quand j'étais petit, alors je suis comme ça. Et lui, en gros, je le résume ainsi, ce que vous avez toujours, c'est ce qu'on peut appeler le choix de la narration. Comment vous allez raconter ça? Comment vous allez vous rapporter à ça? Et d'ailleurs, dans mon travail, s'ils ne me connaissent pas, je fais un travail où, entre autres, je fais des consultations philosophiques, ça fait quelqu'un vient me voir, et on réfléchit sur un problème donné. Je vais rencontrer des problèmes qui ont vécu des gens qui ont vécu des choses très semblables, par exemple un divorce. Même si les divorces ne sont pas tous les mêmes, il y a des personnes qui en font quelque chose de catastrophique, c'est la fin de leur existence, voilà. Et puis d'autres pour qui c'est peut-être pénible, mais ils vont essayer de voir, de rebondir, comme on dit aujourd'hui, ou ils vont essayer de transvaluer ou de sublimer cet événement qui en lui-même est pénible, mais de voir comment ils vont pouvoir dépasser ça, y voir un défi et autres. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est ça. Et donc, dans le rapport avec la famille, c'est pareil. On peut soit avoir des histoires terribles avec la famille et s'en servir pour expliquer les malheurs de notre existence, ou bien ça peut faire partie de ce qui vous est arrivé. Et ce n'est pas nécessairement le cas. Voilà. Même si ça peut être des choses difficiles. Je dis toujours, c'est un peu comme les handicapés, où il y a des gens de très très gros handicap, et certains, ils sont handicapés, puis d'autres qui ont l'air de faire de leur handicap une sorte de défi, qui font des choses qui surprennent même ceux qui, voilà, cette femme qui n'avait pas de bras et qui peignait avec ses orteils. Ça vous impressionne beaucoup. Moi, je ne sais même pas peindre avec mes doigts, avec ses orteils. J'avoue que j'étais très impressionné, quoi, voilà. Donc la famille, c'est on va dire, c'est une source de douleur et de plaisir. Ça peut être une source de réconfort, dire je suis seul, voilà, la vie est dure, je vais voir ma maman, et puis même si elle va me consoler, voilà, ça peut être une source de réconfort. Et puis d'autres, non, ça peut être quelque chose de très pénible, alors même s'ils vont faire l'effort d'aller voir maman de temps en temps, je parle d'enfants plus âgés, pas quand ils ont 10 ans, mais à chaque fois, mais elle me rend dingue, voilà, c'est pas possible, ils sortent enragés. Bon, ils essaient d'y aller pas trop souvent,
bien que je travaille beaucoup avec, j'ai beaucoup d'étudiants chinois, par internet je travaille avec des Chinois. Et alors, les Chinois, ils ont des moments, comme le Nouvel An chinois, où là, il y a vraiment une grosse obligation de réunion familiale et tout. Et puis, en général, dans beaucoup de cas, c'est pas très agréable, parce que la mère chinoise est assez dictatoriale, on va dire. Et puis, donc, ils trouvent ça assez pénible. Alors, ils se consolent avec une chose, c'est la grande consolation chinoise, parce qu'ils mangent très bien. Alors là, on a bien mangé. Donc, ils ont bien mangé. Mais sinon, je peux pas, c'est horrible, je ne peux pas la supporter. Enfin, voilà. Donc, voilà. Alors, j'ai dire, c'est, qu'est-ce que c'est qui fait ce rapport avec la famille? Encore une fois, il peut nous paraître évident, mais je voudrais prendre un instant, ce n'est pas évident. Pourquoi la famille a un tel impact? Pourquoi c'est si important? C'est un peu l'idée de la réflexion philosophique, c'est un peu l'idée de Platon, que même ce qui est évident, non, on va dire que ce n'est pas évident. Et pour vous donner un exemple de ça qui m'a frappé un jour, c'est que quelqu'un vient me voir et je dis, mais quel est votre problème? Quand je suis avec quelqu'un qui a un problème, qui veut discuter, il me dit, j'ai perdu mon boulot. Et je lui dis, mais il est où le problème? Et là, il m'a regardé comme si j'étais un élu perdu. Pas de problème. Vous savez, je lui dis, j'ai une amie qui est peintre. Et bien, elle, vous savez, quelle est sa terreur? Parce qu'elle vit des aides sociales, c'est qu'on la force à travailler, que la NPE, enfin maintenant, la force à travailler parce qu'elle a des aides sociales. Vous voyez? Donc, non, il y a des gens, au contraire, qui sont très contents. Voilà. Donc, puis en plus, après, bon, bien sûr, je vais dire que perdre un travail peut avoir un sens très différent. Vous voyez? Pourquoi on travaille-t-on? Évidemment, le plus évident, ça peut être pour gagner de l'argent, mais ça peut être pour s'occuper, ça peut être pour avoir un statut social. Ça veut dire sinon j'ai un autre affaire, mais il y a des raisons très différentes. Vous voyez. Donc de dire j'ai pas de boulot, dans la vie commune, on dit oh mon pauvre, c'est triste, bon, c'est évident. Mais alors, dans la, on va dire, dans la radicalité philosophique, non, il n'y a rien d'évident. Voilà. Donc la famille, non plus, c'est pas évident, on va essayer de dire, mais naïvement, très bêtement, un peu comme un enfant qui dirait mais maman, pourquoi la famille, hein? Pourquoi c'est faire, pourquoi on s'occupe de la famille, voilà. Hein. Et ce qui en même temps, comme la famille c'est un peu un miroir, ça nous amène à réfléchir sur notre existence personnelle. Voilà, c'est toujours intéressant dans la famille. Ça fait un peu miroir. Voilà, la famille, c'est un peu... D'ailleurs, si quelqu'un voulait savoir qui il est, comment il est, demandez-lui d'écrire sa famille, comment ils sont. Et vous allez voir, c'est assez révélateur de la personne. Alors, à chaque fois, je vais travailler, ça va des concepts. À chaque fois, je vais proposer un terme, et après, je vais l'expliquer. Puis, vous m'interrompez si j'ai dit quelque chose qui ne vous va pas ou sur lequel vous voudriez une clarification. Alors, le premier, c'est la complaisance. Voilà. C'est que la famille, c'est le lieu de la complaisance. On peut dire en opposition au monde, ou qu'on peut être très dur, on veut de vous, je ne sais pas, au travail, que vous soyez efficace et autres. Dans la famille, bon, tout ça, ce n'est pas nécessairement le cas. On peut dire, non, dans ma famille, attention, il ne fallait pas rigoler, il fallait bosser, c'est possible. Mais quand même, souvent dans la famille, on y trouve le lieu de la complaisance, c'est-à-dire que c'est une sorte de havre de paix. Hein. C'est jamais totalement le cas, mais il y a cette dimension-là où on est entre nous, pas avec les autres, là, comme le mafioso qui tue. Non, on est entre nous. On est bon, on est gentil, on est intelligent, on se fait plaisir, on est admirable. D'ailleurs, il y a un phénomène très très frappant, c'est, là, je pense que les Chinois c'est très fort, il y a nous, notre famille, et puis il y a les autres. Voilà. Hein, et en général, là, on a un chat en famille, mais les autres. Hein, et en général, les autres, il y a des familles où les autres c'est mieux, mais souvent la famille, notre famille, c'est pas comme ça. Quoi. Les autres familles, ouais, ils sont comme ça. Nous, non. Nous, on est des gens bien, on est ensemble. Hein, voilà. Et puis, être un héros de la famille, c'est facile. Hein, dire, on a notre fils, regardez bien, c'est l'héros de la famille, voilà. Il est le meilleur, il est le plus beau, il est je sais pas quoi. Voilà. Hein. Alors, c'est plus dur d'être un héros dans la société. C'est moins donné. Mais peut-être à la maison, parce que maman, elle aime beaucoup son petit garçon, papa, sa petite fille, bon, ça se passe souvent comme ça, et bien on est un héros, sans avoir fait quoi que ce soit. Et d'ailleurs, ce qui se passe souvent dans les classes, c'est que le petit garçon qui est un héros à la maison, il va à l'école et il ne comprend pas ce qui lui arrive.
la maîtresse, elle n'a pas l'air de savoir qu'il est un héros. Elle, le problème, c'est qu'elle en a 30 des héros dans la classe, qui sont tous... Et puis elle trouve peut-être sa manière de se comporter, elle n'est pas très héroïque, quoi. Elle est plutôt insupportable, voilà. Donc, mais être un héros à la maison, c'est voilà, facile, c'est pas très compliqué. C'est ce que j'appelle la complaisance. On peut être un héros sans rien faire, juste parce qu'on est le fils, qu'on est la fille, ou bien aussi parce qu'on est la maman. Maman, elle est merveilleuse. Souvent, des discussions, des personnes qui adoraient la cuisine de leur mère. Je lui dis, mais c'est bizarre, parce que moi, je trouve, j'ai mangé beaucoup de maisons, je n'ai pas trouvé ça toujours très bon, du fois oui, du fois non. Mais bizarrement, et surtout dans certains pays, en Italie, je suis italien, la cuisine de ma mère, c'est la meilleure. Je dis, c'est drôle ça. Alors, pourquoi c'est toujours ma mère et pas la mère du voisin? Comment ça se fait que par accident, c'est la cuisine de ta mère qui est la meilleure? Et chacun dit, la cuisine. Pourquoi ta mère ne se fait pas embaucher par un grand restaurant, quoi, si c'est si voilà. Donc, vous voyez, donc maman, elle a une fonction un peu héroïque, elle est la grande cuisinière. Papa, c'est le plus beau, c'est le plus fort, c'est avec les petits garçons qui se battent. Papa, c'est le plus fort. Voilà. Moi, je me rappelle mon fils, j'ai joué au tennis quand j'étais jeune, et mon fils, il avait fait moi un champion de tennis, que je n'avais jamais été, mais c'est ça, il avait... Alors, on peut dire qu'il invente, non, il n'invente pas dans sa tête, il croyait, il avait fabriqué une sorte de mythe, hein, de papa champion de tennis, et il croyait en faire, mais dans sa tête, c'était réel. Voilà. Donc j'étais un héros, à peu de frais, sans avoir un très bon service. J'étais un héros. Voilà. Donc c'est ce que j'appelle la complaisance. On peut dire comme ça, on est un héros à peu de frais chez soi. Alors là, j'aimerais qu'il me dise, moi, c'est pas du tout comme ça. Ma fille, elle m'a harcelé en disant que j'étais nul. Oui, c'est pas qu'il n'y ait pas le revers de la médaille. Donc à chaque fois que je vais vous proposer un concept, ça ne veut pas dire que le contraire n'existe pas. Il y en a pour qui, mes parents, pour moi, parents, j'étais nul. Oui, ça existe aussi. Mais enfin, une des dimensions, c'est être un héroïsme à peu de frais, que j'appelle donc la complaisance. Voilà. Alors, avant de passer à un autre concept, je voulais juste expliquer la complaisance, je ne sais pas, je fais une petite pause, voir si quelqu'un avait quelque chose à ajouter, quelque chose à commenter, une objection. Voilà. Non, mais ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, comment faire pour ne pas se référer à sa propre famille? Je veux dire, dans les discussions avec vous. Parce qu'en fait, ma propre famille, elle n'est intéressante que pour moi. Alors, ce que je veux dire par là. Non, déjà, on se pose. Oh, attendez. Pourquoi? Pourquoi? Je vais vous dire. Parce que déjà, vous avez lâché une bombe. Vous avez dit, ma famille n'est intéressante que pour moi. Bah oui. Est-ce que je peux vous inviter? Je sais que c'est bizarre au début quand on vient ici, parce qu'on a l'habitude de parler, comme ça, puis je dis ce qu'on a. Je vais vous dire déjà, vous avez lâché une bombe. Vous savez pourquoi vous ne devriez pas le prendre comme une évidence, comme une famille n'a d'intérêt que pour vous? Vous savez pourquoi? Non, c'est pour ça que je vous interromps. Moi, je suis fasciné, chère madame, par votre famille. Et ce que vous allez en dire m'intéresse au plus haut point. Okay? Donc déjà, vous m'avez exclu de l'intérêt, alors peut-être d'autres, si je parle pour moi, mais peut-être c'est d'autres, voyez, donc le principe, donc je vous invite, on est là, c'est un peu frustrant au début, puis après on s'habitue, c'est de faire attention à ne pas lancer des trucs, des espèces d'évidence. Donc là, je vous interromps déjà parce que vous avez lancé un truc énorme, et si je fais pareil, vous m'interrompez. Non, votre famille a peut-être de l'intérêt pour d'autres, en l'occasion, pour ma personne. Voilà, donc c'est pour ça que ce que vous allez dire, je l'écoute. Donc ensuite, je vous laisse continuer. Moi, dans ma famille, il n'y avait aucune complaisance. Bien. Alors, ni d'un côté, ni de l'autre. On va s'arrêter là un instant. Si je vous dis comme ça, vous allez voir chez le locataire, je ne vous crois pas qu'il n'y avait... Entre nous, je sais que c'est inhabituel. D'habitude, on dit j'ai mon opinion, personne... Non. Vous dites, on appelle ça problématiser en philosophie. Et je vais vous dire, il y a une règle philosophique qui est la suivante. Aucune affirmation ne peut pas être problématisée. Tout. Vous pouvez dire n'importe quoi. On peut faire des tests pour d'autres choses, ça vous amuse. Mais on peut toujours, d'ailleurs c'est l'intérêt dans la pensée, c'est qu'on peut toujours trouver quelque chose pourquoi une idée, elle est fausse, elle est limitée, elle est insuffisante.
Allez, c'est un joli défi. Vous me dites, dans ma famille, il n'y avait aucune complaisance, je vous dirai comme ça, alors ça vaut ce que ça vaut. Eh bien, c'est pas possible. C'est pas possible. Et là, vous allez voir, et on peut vérifier si vous voulez. Qu'est-ce qui vous fait dire que dans votre famille, il n'y avait absolument aucune complaisance? Parce qu'il n'y avait pas d'amour. Eh bien, dites-moi, pensez-vous que l'amour est une condition nécessaire à la complaisance? Ben, je ne sais pas. Eh bien, justement, c'est pour ça que je vous le pose. Je voudrais que vous réfléchissiez. Peut-on être complaisant sans amour? Ou non? Seul l'amour crée de la complaisance, à votre avis? Ou non, on peut être complaisant sans amour? Ou vraiment vous Mais savez peut-être pas. que c'est parce que je ne comprends. C'est parce que peut-être que le mot complaisance n'est pas le bon mot pour moi. Ah ben c'est simple. Qu'est-ce que ça veut dire complaisance pour vous? Eh ben c'est être. Être quoi? Ah bah attendez, il faut me laisser le temps de trouver mes mots. Oui, je vous accompagne. Allez-y. Pour moi, c'est pas une qualité la Non, complaisance. je ne demande pas ce que ça n'est pas. Vous voyez, ça c'est un coup classique que les gens font. Qu'est-ce que c'est une poire? Ben, c'est pas une poire. J'aime bien que ce ne soit pas une poire, mais un ananas non. Mais c'est intéressant. Allez. Pour moi, la complaisance. Oui, Monsieur l'a dit, oui, en fait, je comprends. Essayez. Qu'est-ce que c'est la complaisance pour vous? Eh ben, pour moi, c'est accepter les choses. Oui. En fait, non. C'est tout. Eh ben, qui ne sont pas obligatoirement acceptables. Voilà. Parce que. C'est très bien, pas parce que, faites pas parce que, ça suffit. Bon, C'est accepter des choses qui, en soi, ne sont ne pas. devraient pas être acceptables. Ça va? Oui. On est bon avec ça? Oui. Eh bien, on part avec cette définition. Avez-vous déjà vu vos parents ou n'importe quel membre de la famille, et vous les voyez accepter des choses, ils disent, mais c'est inacceptable. Et ils les acceptent quand même, ils ont même l'air d'en être contents. Avez-vous déjà remarqué ça? Ou non? Pas dans ma famille, non. Non. Dans votre famille, vous ne l'avez jamais vu? Pas vraiment. Non, pas vraiment, c'est un peu bizarre. L'avez-vous déjà vu ou absolument pas? Non, c'est déjà Non, jamais. je ne pense pas. En tout cas, pas par rapport à moi. Non, on va pas. Ah, ben voilà. Vous avez vu le coup que vous faites? Oui. Eh ben voilà. Vous ramenez la chose à vous. Mais moi, j'ai pas dit par rapport à vous. J'ai dit Je qu'elle là. sais, c'est ce que j'ai vous. C'est ça qui est. Quand j'ai commencé à vous dire, c'est compliqué ce sujet parce qu'on ne peut pas faire autrement que de ramener les choses Non. à soi. Ah ben, à nouveau, vous proposez une évidence que moi, je n'accepte pas. Vous me dites, c'est pas possible de ne pas ramener les choses à soi-même. Eh bien, je vais vous dire, quelqu'un qui parle comme ça, c'est un égocentrique total. Ben oui, peut-être. Oui, non, mais c'est possible. Mais l'être humain, mais vous ne pouvez pas projeter vos propres difficultés sur l'être humain en général. Je vous dis qu'un être humain qui peut réfléchir, il peut penser à des choses sans se mettre au centre. Alors, je sais que c'est très courant. Il y a des gens qui disent, j'ai le cancer. Ben, moi aussi, ou ma tante aussi. C'est très courant. Mais quand même, si vous voulez que quelqu'un raisonne, vous lui demandez justement de s'oublier un instant et de penser la chose, si deux personnes se disputent. Vous voyez, moi, j'ai souvent ça, où le couple dit, mais elle m'agace. Pouvez-vous oublier un instant qu'elle vous agace, votre femme, et on va examiner objectivement ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, au lieu de penser à l'effet qu'elle a. Ça va? À ce moment-là, vous invitez la personne à raisonner plutôt d'être centrée sur elle-même. Ça vous parle comme idée? Ça me parle très bien. Bon, bah, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de ramener les choses à soi-même. Ça vous va? Ça me va très bien. Bon, donc vous voyez, mais tout à l'heure, non. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai arrêté, parce qu'on dit souvent des choses sans les réfléchir, comme c'était évident. Donc on va réessayer. Oubliez-vous. Votre prénom, c'est comment? Valérie. Valérie va oublier Valérie, et elle va demander, elle va penser à sa famille. Est-ce que vous avez vu vos parents, par exemple, accepter des choses pour eux-mêmes que, ben non, c'est pas acceptable, mais ils l'acceptent pour eux-mêmes? Avez-vous déjà vu ça? Je ne comprends pas le sens de la question. Ben voilà, tenez. Accepter pour eux-mêmes, ça veut dire quoi? Eh ben, par exemple, vous prenez mon mafioso, que j'ai rappelé. Vous vous rappelez mon mafioso? Oui. Ben, lui, il tue des gens. Bah écoutez, oui, moi c'était mon boulot, c'était mon gagne-pain, voilà. Et puis sa femme, bah, elle dit ouais, elle dit c'est mon mari, elle dit au policier l'embêtez pas, le pauvre, elle veut le protéger quand on veut l'arrêter. Donc la femme, elle acceptait de son mari qui soit un tueur, elle était prête à le protéger becs et ongles contre la police.
Alors que d'un point de vue, on va dire, objectif et un peu distant, c'est inacceptable de tuer des gens. Ça vous va? Bon, mais la femme, elle acceptait ça de son mari, elle était même avec vigueur. Vous comprenez l'idée? Très bien. Donc, c'est un cas où ils étaient complaisants parce qu'ils acceptaient d'eux-mêmes, dans le couple, des choses inacceptables. Donc, ça s'appelle de la complaisance. On peut l'appeler autre chose, mais entre autres de la complaisance. Ça vous va? Et ce que je vous dis, c'est que je ne connais pas de famille où il n'y a pas une forme ou une autre de complaisance. Ça a du sens pour vous? Oui. Eh bien, rappelez-vous, histoire de vérifier, quelque chose que vous avez vu chez vos parents, vous dire, ah non, 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 comment vous pouvez penser que ça va? Comment vous pouvez penser que c'est bien? C'est inacceptable. Avez-vous vu ce genre de choses chez eux ou pas du tout? Oui. Eh bien, c'est quoi, par exemple? Les injustices. Voilà, vous avez vu vos parents pratiquer de l'injustice. Ouais. Vis-à-vis qui, par exemple? Les voisins, l'humanité Les voisins. Les voisins, bon. Eh bien, ils avaient l'air d'être très contents d'eux-mêmes. Ça avait l'air de leur aller. Oui. Ça ne leur posait pas de problème. Bon, bah, vous voyez, je vous l'avais dit, évidemment, il y avait de la complaisance sur ce point de vue-là. La complaisance, vous dites, vous l'avez très bien dit, c'est accepter quelque chose d'inacceptable. Eh bien, ils le faisaient. Ça vous va? Oui. Eh bien, vous avez réussi à faire ça, premièrement, quand vous êtes sorti de votre évidence qu'il n'y avait pas de complaisance chez moi, et deuxièmement, quand vous vous êtes écarté de vous-même, et vous avez pensé vos parents, non pas dans le rapport à vous, mais dans le rapport aux voisins. Et là, vous avez vu la complaisance. Ça vous a plu? Oui. Et vous voyez, c'est pour ça que, parfois ça peut être un peu agaçant, mais c'est pas naturel. Ce que je fais avec vous là, c'est un peu comme vous faites faire des abdos à la gym, quoi. C'est pas naturel. Mais les abdos, c'est bien pour renforcer les muscles. Et moi, ce que je fais, c'est pour travailler un peu comment la pensée fonctionne. Ça va? C'est pas trop agaçant? Pas du tout. Mais alors, pas du tout, j'ai des doutes. Mais enfin, alors juste une minute, parce que juste avant vous parliez, j'ai vu, mais d'abord il y avait... Ah bah si, vous avez commencé à parler pendant qu'il parlait. C'était la définition du mot complaisance. Je disais que c'était une certaine indulgence. Voilà, c'est une indulgence. Mais est-ce que l'indulgence, ça va avec le fait d'accepter des choses inacceptables? Ça colle bien ensemble? Oui, voilà. Hein. Donc ils étaient indulgents avec eux-mêmes. Nous, hein, on fait de l'injustice avec les voisins, tout va bien. Ça va? Oui, très bien. Voilà, l'indulgence, tout à fait, c'est un synonyme. Mais c'est indulgence avec soi-même. Oh, Marc, on peut être indulgent, complaisant avec autrui aussi, d'accord? Bon, très bien. À nous. Moi, j'ai pas grand-chose à dire, moi. Ça C'est y est, dire ça que trop de complaisance, ça peut être aussi dangereux. J'ai pas compris. Trop de complaisance. Ah bah, je veux dire, je pense que la complaisance en tant que telle, c'est déjà dangereux. Il n'y a pas besoin d'en avoir trop. Oui, Même mais... juste un petit peu, déjà, ça peut être, par exemple, l'injustice que décrivait Valérie. Bah, déjà, ça peut poser problème, parce que ça peut causer des problèmes avec les voisins, je sais pas, la dispute, vous voyez. Donc la complaisance, en général, la complaisance a une connotation négative. Ça vous va? Hein? Oui. Personne dit, oh la vache, qu'est-ce qu'il est complaisant, bravo. Non, en général, c'est de dire, c'est pas bien, pour aller vite. Ça va? Hein? Ah oui. Voilà. Hein? Ça va, c'est bon comme ça? C'est très bien. Voilà, mais n'hésitez pas à le dire. Hein. Et d'ailleurs, c'est une chose très importante dans les termes, souvent on n'y pense pas, mais les termes ont toujours des connotations, même si on n'y pense pas, soit positives, soit négatives. Quand on qualifie quelqu'un, toujours ça, plutôt, c'est l'objectivité dans l'être humain, ça n'existe pas vraiment, que ce soit plutôt positif, plutôt négatif. Complaisant, plutôt négatif, ça va? Alors que le synonyme indulgent, ouais, alors on peut l'utiliser, c'est déjà plus ambigu en tout cas, hein, on peut dire, ah, il est indulgent avec lui, comme une critique, mais en effet ça peut être positif, comme quelqu'un qui est généreux, voilà. Mais complaisant, non, carrément. Indulgent, plus ambigu, mais voilà, tout à fait. Et quel est selon vous le ressort de la complaisance? Je n'ai pas compris. Quel est selon vous le ressort de la complaisance? Ah, vous êtes dur là avec moi. Ah, là, il est dur. Alors, eh ben, je vais vous proposer une petite explication qui vaut son étude. C'est qu'il y a une sorte de tentation d'être bien avec soi-même. En gros, si vous voulez, tout comme vous voulez que votre estomac soit bien, donc si vous mangez des mauvaises choses, vous n'allez pas le faire, on veut être bien avec son esprit. Vous voyez, c'est pour ça que les gens, quand vous leur parlez, même s'ils vont invraisemblables, eh ben, ils vont faire toute une construction pour montrer, vous avez déjà vu ça, pour montrer que tout va bien. Voilà. Donc je pense, d'ailleurs en même temps c'est positif, hein. Heureusement vous n'êtes pas là sans arrêt
hein, il y a des gens qui font ça, à vous sentir coupable, à vous critiquer vous-même, il y a une tentation d'esprit, de se réconcilier, d'être content de lui-même, ce qui peut être juste et utile, mais ce qui peut aussi être abusif. Voilà. Donc je dirais ça. Parce que justement, le problème, c'est que ça peut mener à des abus. Ah ben totalement, c'est ce que décrivait Valérie, vous voyez, dans ce cas-là. Mais en même temps, d'une certaine manière, ça peut avoir une certaine utilité, pour sinon, vous allez vous morfondre à chaque fois que vous faites quelque chose, vous dites, oh là là, et les gens font ça, il y a des gens qui culpabilisent en permanence. Quoi. Hein. Donc c'est un peu la merde, et cela devrait apprendre peut-être la complaisance, parce qu'ils sont très durs avec eux-mêmes, ça va hein, voilà. Dans ce cas-là, la complaisance pourrait même être positive. Hein, voilà. Mais en gros, c'est ça. C'est qu'on veut être confortable hein, avec soi-même dans la vie. Ça vous va comme... Oui, mais du coup, il y a derrière ça quand même une sorte d'instinct de conservation. Ah oui, je suis d'accord. Oui, non, mais il y a, tout à fait. La conservation, c'est pas uniquement survivre biologiquement, c'est une conservation psychologique, tout à fait. Oui, si. Ça vous va comme ça hein elle est naturelle, quoi, on peut dire. Il y a un instinct de préservation, donc on veut être bien avec soi-même. Mais du coup, un instinct, c'est quelque chose qui est ancestral, en fait. Alors, oui, alors on peut dire qu'il y a quelque chose d'animal, de neurophysiologique. Mais en même temps, chez l'être humain, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours cette tension entre nature et culture. Vous voyez, ma nature, c'est de dire, si je vois que la voisine a de l'argent, qu'elle ne regarde pas, je vais le prendre. C'est naturel, oui, il faut que je vive. Donc, je vais piquer l'argent de la voisine. Après, il y a une dimension culturelle où j'ai appris qu'il y avait des rapports sociaux et que ça ne se fait pas, parce que si je lui pique mon argent, elle va me piquer mon argent, et ça va être la guerre. Vous voyez, donc, la dimension culturelle. Mais c'est sûr que l'être humain, il a encore ce côté animal, plus ou moins contrôlé, plus ou moins développé, voilà. Mais oui, tout ce qui est instinctif, on va dire animal, comme la survie, c'est plus qu'ancestral, je dirais que c'est animal. Voilà, hein, c'est ça. Mais normalement, ce qu'on apprend dans l'éducation à un enfant, le nouveau-né, lui, il s'en fout, le nouveau-né dit « je veux du lait, c'est tout ». Puis après, il va apprendre qu'il y a des règles sociales, que maman aussi a son existence, je ne sais pas quoi, ça va hein, voilà. Donc ça, c'est toujours la tension chez l'être humain, hein, nature-culture, ça va hein. C'est bon? Voilà. Personne d'autre? Voilà. Et bien, je vais passer à mon deuxième concept que je voulais vous proposer, c'est le mythe. Voilà. Hein. Alors, quand vous regardez des films, des programmes, voilà, hein, vous avez des belles histoires familiales, des scènes heureuses, voilà, dans la publicité. Puis maintenant, dans les réseaux sociaux, vous regardez le nombre de personnes qui vous montrent, on est en famille, on est, je ne sais pas où, en vacances au bord de la mer, on a la fête d'anniversaire, waouh! Et puis d'ailleurs, on a envie de dire, moi j'ai pas ça, hein. Voilà, c'est ce bonheur rayonnant comme ça, voilà. Là, c'est ce que j'appelle le côté mythique de la famille, là encore, qui vient un petit peu naturellement. D'ailleurs, il y a des personnes, alors je ne sais pas ceux d'entre vous, je ne pense pas que ce soit le cas de Valérie, mais il y a des personnes qui ont une nostalgie, vous voyez, des moments de famille, au bord de la mer, avec la grand-mère, vous voyez. Et alors, c'est un côté merveilleux, mythique. Et moi, je me rappelle une fois, vous avez tous eu l'expérience, il y avait un endroit où j'avais été quand j'étais enfant, qui m'a beaucoup marqué, mais c'était paisible, c'était tranquille, j'aimais beaucoup, puis il y avait une école, parfois. Alors, je suis retourné voir l'école, plus âgé, je dis, comment? Mais ça ne correspondait absolument pas aux souvenirs que j'en avais, quoi. C'était, on peut dire, c'était décevant. J'ai regretté d'avoir été voir cette école, parce que du coup, pouf, mon mythe s'est éclaté. Donc, il y a souvent un côté mythique hein, de la famille, comme ça, avec des souvenirs divers qui sont de l'ordre du merveilleux. Et puis, je me rappelle une fois une discussion avec ma mère, où j'avais un père qui était plutôt violent. Et puis, une fois, avec mes filles, avec mes sœurs, avec mes frères et sœurs, on parlait à ma mère, on parlait, mon père était décédé, on parlait à ma mère de notre père qui était plutôt violent. Mais comment ça? Il dit, votre père, c'était un père aimant, c'était un père... Elle a visiblement pas du tout le même souvenir. Alors, je ne sais pas qui a fabriqué le mythe. C'était les pauvres enfants traumatisés qui ont fait un mythe d'un père terrible, fouettard,
ou la mère qui avait fabriqué un mythe d'un mari merveilleux, d'un père merveilleux. Enfin, il y en a un des deux groupes qui a fabriqué du mythe, ou peut-être les deux, je sais rien. Voilà, hein. Donc la famille, souvent, c'est le sujet d'un mythe, hein, soit un mythe même, la famille, mais aussi un mythe qui est facilement propagé par les médias, par les réseaux sociaux, par les ambiances, par les histoires qu'on raconte. Donc le mythe a un effet émotionnel fort sur nous. Voilà. Qu'il soit un drame, hein, un drame, ma famille, ah, qu'il soit ma famille, hein, ou la soupe de ma mère, le minestrone de la mamma, qui était merveilleux. Voilà. Donc voilà. Donc c'était le deuxième concept, c'était le concept du mythe. Voilà. Est-ce que quelqu'un a un commentaire sur le mythe? Une question sur le mythe? Non. Bon, il n'y a rien. Non. Bon, je continue et je trouve un troisième concept. Alors, le troisième, c'est le refuge. Hein. La famille, ça, encore une fois, je dis toujours, c'est pas pour tout le monde, pour d'autres, c'est l'endroit dont on veut s'échapper. Mais pour beaucoup de personnes, c'est le refuge. D'ailleurs, j'ai eu un article récemment. Aujourd'hui, c'est qu'avec la difficulté sur le marché de l'emploi, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de jeunes qui sont plus si jeunes, puisqu'ils ont été mariés, de vrai, ils retournent à la maison familiale. C'est-à-dire ce qui décrivait que ce n'était pas du tout évident de retourner à 30 ans ou 35 ans chez papa et maman, avec les règles que déjà on avait du mal à adolescent, mais alors, une fois que tu as vécu, tu es adulte, c'est très petit. Mais en tout cas, le lien, enfin, le lieu familial, c'est un refuge, voilà. Hein, donc, la dimension refuge. On a l'impression d'être chez soi, hein, on est chez soi, on est protégé, on n'est pas dans ce monde dur où on se bat pour survivre tout d'un coup, hein, à la fois sur le plan pratique, mais aussi sur le plan psychologique, hein, puisque dans la famille, a priori, on peut dire, ben voilà, on est accepté, on est chez soi, voilà, hein, on n'a pas... C'est justement un mythe, le refuge. Alors, oui et non, c'est-à-dire que, alors, après, voilà, les personnes ont des vécus différents de la famille, mais c'est aussi une réalité. Il y a des personnes qui, en effet, vont aller dans la famille, et des personnes pour qui la famille, ça va être le lieu, justement, où tout d'un coup, ils se sentent, ils n'ont rien à justifier, rien à défendre, c'est bien, voilà. Alors, je pense que même si on peut en faire quelque chose de mythique, il peut y avoir quand même, pour certaines personnes, une réalité. Puis pour l'enfant, par exemple, l'enfant, à l'école, il va retourner à la maison, et à la maison, voilà, il est le petit roi, la petite reine, par exemple. Donc, où je vois le mari, tu vois, mais, hein, il y a des histoires de femmes chinoises qui mènent bien un problème, parce qu'elles s'intéressent beaucoup à la philosophie, elle vient dans nos séminaires, puis vraiment, elle s'implique et tout, puis son mari, il en a marre. Il dit, écoute, pourquoi tu ne fais pas comme toutes les femmes? C'est toujours le gros argument, comme tous les parents. Toutes les femmes. Il dit, tu vas au boulot, tu rentres à la maison, tu t'occupes de ta famille, et puis tu es contente. Voilà. Pourquoi tu es là à me compliquer la vie? Moi déjà, je stresse au travail, et au lieu de je sais pas, t'occuper de moi, qu'est-ce que tu fais? Voilà, tu m'embêtes avec tes questions à la noix de coco, ta philosophie, tout ça. Donc pour lui, ça devrait être un refuge, la famille. Puis sa petite femme devrait bien s'occuper de lui, prendre dans les bras, je sais pas quoi, écouter ses histoires, et puis sa femme l'embête avec des questions philosophiques. Et lui, il réclame le refuge, voilà. Et puis il y en a qui sont comme ça. Je me rappelle, tiens, une autre fois, une autre histoire. Bon, c'est toujours souvent les hommes là-dessus qui veulent quelque chose, mais c'est l'inverse aussi. Mais c'est une violoncelliste et qui passait tous les jours des heures, c'est professionnel, hein, concertiste, à jouer son violoncelle. Il a dit, moi, je n'ai pas pu me marier parce que je n'ai pas rencontré un seul homme pour qui je ne serais pas là à m'occuper de lui parce que je devais passer 8 heures par jour à jouer du violoncelle. Et dit donc, je ne me suis pas marié ou j'ai épousé mon violoncelle. On va dire, voilà. On lui a dit, je ne l'ai pas rencontré. Ouais, bon, voilà. Donc, après, bon, l'inverse, ce que j'ai à l'inverse, pour l'anecdote, c'est la femme qui va dire, tu t'occupes pas de moi. Voilà. Toujours quand j'ai une consultation de couple, la femme dit, alors quel est le problème avec ton mari? Il ne s'occupe pas de moi. Je dis, il fait pas, ah non, mieux encore, il ne fait pas attention à moi. Alors je dis,
qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Est-ce que tu veux qu'il fasse comme ça et qu'il te regarde comme ça, faire attention à toi? Elle dit, bah non, évidemment. Alors je dis, qu'est-ce que ça veut dire qu'il fasse attention à moi? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Voilà. Si tu me dis concrètement, je sais pas, je veux qu'il m'offre des fleurs, je veux qu'il m'emmène au cinéma, mais faire attention à moi, le pauvre gars, en plus les hommes, ils sont pas très malins, tu leur dis ça, faire attention à moi, il comprend pas ce que ça veut dire, quoi. Mais là, c'est ce souci, vous voyez, à nouveau, une sorte de refuge, où tout d'un coup, elle a une valeur, parce que oui, on fait attention à elle, vous voyez. Donc c'est un, on va dire, refuge psychologique, parce que dans la rue, elle est personne, quoi, voilà. D'un coup, à la maison, elle est quelqu'un. C'est un peu le héros tout à l'heure. Voilà. Donc c'est en ce sens-là que c'est un refuge. Même si c'est la guerre civile à la maison, hein, c'est pas grave, mais c'est notre guerre civile à la maison. On se bat entre nous. Voilà. Donc même là, c'est quand même... voilà, ça va, hein, voilà. C'est bon, hein. Alors, il ne faut pas prendre comme un absolu quand je prononce comme ça. C'est une dimension de la famille. Mais bon, voilà. Mais c'est jamais... totalement un refuge, bien entendu. Ça va? Autre chose sur le refuge? Non? C'est bon? Juste Oui. une remarque un peu plus générale sur ces... J'avais l'impression qu'il y a des histoires de degrés de priorité dans ce que vous dites. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours dans l'absolu. Ouais. C'est-à-dire que c'est plus refuge qu'ailleurs ou plus. Et j'ai l'impression que ça, c'est aussi un peu marqué culturellement, parce qu'en fait, je connais un peu la famille scandinave, parce que Ouais. tous les Scandinaves, et du coup j'ai vu un peu comment c'est là-bas. Et j'ai l'impression qu'il y a par exemple une priorité plus forte qui est donnée à la famille dans leur culture qu'elle ne l'est dans la nôtre. Et j'ai l'impression que ce que vous parlez de refuge, de mythe, tout ça, on en a d'autres dans la vie, qu'on en a plusieurs, et qu'on va attribuer une pondération plus ou moins forte à la famille par rapport à d'autres. Parce que le refuge, ça peut être aussi une bande de copains avec qui on est bien, ça peut être un groupe social avec lequel on fait des activités, des choses comme ça. Oui. Donc, Alors, j'ai l'impression que alors, il y a deux choses. Hein. La première, c'est pas parce que la famille est un refuge qu'il n'y en a pas d'autres. Par exemple, au Japon, le refuge, c'est le boulot, pas la famille. Il y a des histoires comme ça d'hommes qui vont éviter de rentrer le plus tard possible, qui vont dormir dans leur voiture, ou qui vont aller au karaoké boire un coup, et voilà. C'est plutôt le travail qui va être le refuge. On a raison, voilà. Donc il y a d'autres refuges, en effet, il peut y avoir les copains, voilà. Donc la famille c'est un refuge, il y en a d'autres, hein, voilà. Il y a des refuges pour certains, c'est plutôt d'aller dans les bois tout seul avec son chien, c'est ça le refuge, vous voyez. Donc non, premièrement, il y a différentes formes de refuges. Après, selon les cultures, ça ne va pas avoir tout à fait la même nature, vous voyez. Hein, dans les pays scandinaves, disons que, bon, d'abord, je pense que dans les pays scandinaves, c'est le lieu. Le lieu est presque plus important que la famille. D'ailleurs, une fois, on m'avait dit, quand j'étais en Norvège, on m'avait dit, tu sais, en Norvège, un couple se marie, et puis ils vont construire une maison à préparer. Une fois que la maison est finie, ils se séparent. Voilà. J'ai trouvé une histoire rigolote. Alors, vous devez connaître ce que la Scandinavie, vous savez, avec les petites bougies, l'hiver, voilà. Et c'est très étrange parce que c'est pas tellement la culture française, par exemple, c'est autre chose. Où alors, dans les pays, on va dire, méridionaux, les relations sont plus importantes que le lieu. Dans les pays scandinaves, c'est un pays bien matérialiste, le lieu, c'est presque plus le lieu qui est un refuge que les relations. En danois, ils ont un terme qui s'appelle hygge. Oui, danske hygge. Voilà, qui est le bien-être danois. Voilà, c'est ça. Le bien-être ensemble, et qui est typiquement le bien-être familial. Tout à fait. Mais qui effectivement est attaché à un lieu. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, une fois, quand j'étais au Danemark, justement, il y avait un Français qui était là, justement pour qui c'était étrange, qui dit, je vais faire un film sur le danske hygge, le bien-être danois. C'est très marrant, il a montré ça au Danois. Et en gros, il a décrit qu'est-ce que c'était. Alors, il décrivait, voilà, la scène, c'est quoi? C'est un couple, quand il fait beau, déjà il fait beau, c'est dans une maison, alors ils sont là, ils sont dans leur petit jardin, il fait beau, ils boivent de la bière Carlsberg, ils boivent des Carlsberg, ils ont un épagnol, dans la cour, il y a une Volvo, hein, une voiture suédoise, bien, voilà, il fait beau, voilà. Et c'était marrant parce qu'il dit, voilà, qu'est-ce que c'est le bien-être danois. Donc tout à fait, donc là, le lieu est très important, voilà. En Chine, la nourriture va être très importante. La nourriture, c'est dans la culture
culture chinoise qui est très dure, la nourriture a une valeur énorme. C'est pas uniquement, puis c'est pas un problème de comment on va faire bien avec lui, non, c'est on va bien manger. On va bien, voilà. Donc en effet, ça va prendre différentes formes selon les cultures, voilà. Tout à fait. Et la Scandinavie, il y a une connotation un petit peu différente. Voilà. C'est bon? Ok. Alors, moi, je voudrais juste dire quelque chose par rapport à la famille refuge. Ouais. Il faudrait avant peut-être voir un peu qu'est-ce qu'on entend par famille. Qu'est-ce que c'est que la famille? Parce qu'au départ, on a un couple qui va avoir des enfants. Ouais. On va considérer que c'est une famille. Les enfants vont grandir. Et un jour, on va dire, ils vont être adultes et tout, on va dire, ils vont fonder une famille. Ouais. Ils se dissocient de leur famille initiale pour aller fonder une autre famille. Et là, pour cet adulte qui a fondé une autre famille, sa famille initiale n'est pas nécessairement un refuge. Oui. C'est plus ça, son refuge. Son refuge, ça va être le couple peut-être. Mais Nicole, je peux vous embêter. Oui, allez-y. Mais qu'est-ce que ça change? Rien. Non, mais simplement, c'est oui. qu'il y a une nouvelle famille qui est un Oui, nouveau ça, refuge. ça, Mais ça ne change rien sur le fait de la famille refuge. Oui. Après, ils peuvent rester la grande tribu, voilà, tous ensemble, ou bien dire, bah non, ras-le-bol, moi les parents, non. Non, pour dire que ça change. Il y a une espèce de mutation, parce que, en fait, c'est un petit peu cet enfant qui est devenu adulte, qui a fondé sa famille, un petit peu comme s'il excluait ceux de sa famille première. Oui, mais c'est toujours la famille refuge. C'est juste que la famille a changé de forme, c'est plus la même, mais c'est toujours le refuge de la famille. Vous savez, on peut choisir sa famille. C'est vrai. Et il y a des personnes, du coup, Ah, ben tout à fait. voilà, Bien sûr. mais ça reste quand même, ça va, le concept de famille. Ouais. Hein? Donc, dans le fond, ça reste l'idée que la famille peut être un refuge. Ouais. Après, qu'il y ait une remodélisation, voilà, une Oui. de famille, mais bon, voilà. Hein? Voilà. Hein? Ça va? Oui. Voilà. Mais oui, il peut y avoir des métamorphoses de la famille, d'ailleurs. Normalement, c'est ce qui est plus ou moins censé se passer, sauf dans certaines cultures traditionnelles, ce que je vois en Russie, ou plus encore dans les pays asiatiques, ce que je vois, où non, il y a le culte des ancêtres, tout ça, donc il faut conserver, aujourd'hui ça pose problème, parce que évidemment, traditionnellement en Chine, c'était des paysans, donc toute la famille devait aider en gros, parce qu'ils étaient trop vieux, mais les enfants aidaient, donc il y avait une sorte de solidarité familiale, qui aujourd'hui explose un petit peu, parce que c'est beaucoup plus difficile, dans les villes ça ne se passe pas de la même manière, et puis il y a des chocs des cultures. Hein. Aujourd'hui, un Chinois éduqué, je ne parle pas à la campagne, un Chinois éduqué, je ne sais pas, qui a 40 ans, et ses parents ont 70, il y a un choc total. Il y a beaucoup de tensions, justement, à l'intérieur des familles chinoises. Voilà. Et donc, mais en même temps, il y a une obligation morale, parce que si vous n'avez pas votre mère chez vous, vous êtes très mal vu par des professionnels, je ne sais pas quoi. Donc, il faut garder la maman à la maison, même s'ils se battent comme des chiffonniers, il faut les garder. Voilà. Donc après, alors qu'en France, on peut dire ça, si vraiment vos parents vous emmerdent, bon, c'est bon, on viendra vous voir à Noël, mais ne demandez pas plus, quoi. Donc il y a une remodélisation de la famille, tout à fait. Voilà, on va faire la sienne. Voilà. Hein, ce qu'on appelle la sienne. Ouais, ça va, hein? Autre chose? Non? C'est bon? Sur le refuge? D'accord, bien. Après, vous me direz, moi c'est plutôt un refuge, ou moi ça ne l'est pas. Voilà. Alors, une autre que je voulais vous proposer, qui est un peu plus particulière, mais quand même me semble intéressante, c'est ce que j'appelle le désenchantement. Voilà. Hein. On a peut-être des idéaux de vie, voilà, peut-être des idéaux de vie, sociaux et autres. Alors au début, quand on est jeune, on a un brillant avenir qui nous attend. Enfin, ça, voilà, pas tant beaucoup de monde, enfin voilà, on a de grandes idées sur ce qu'on va accomplir. Et puis peut-être ça n'a pas marché, peut-être, voilà. Et puis on va donc retomber sur la famille. Et d'ailleurs, je voudrais vous donner un exemple de choses qu'on entend périodiquement, je ne sais pas si vous faites attention, où tout d'un coup un homme politique va dire, pour des raisons diverses, bon, j'abandonne la politique, maintenant je vais aller m'occuper de ma famille. Voilà.
Alors c'est rigolo parce que le type il a peut-être 60 balais, ses enfants ils en ont 30-35, ils sont peut-être partis comme des Voilà. grosses. On dit mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va les prendre par la main pour les emmener au supermarché. On ne comprend pas très bien. Voilà. Mais c'est une chose que nos rencontres, à mon avis, il y a un côté un peu illusoire, mais quand même, hein, je vais aller m'occuper de ma famille. Et ça, c'est un signe, je prends le cas des politiques ou c'est dans d'autres cas, d'une sorte de désenchantement. Voilà. Je suis désenchanté des idéaux, d'accomplir les choses, de faire carrière et autres, et maintenant, eh ben, je vais aller m'occuper de ma famille. Moi, je suis toujours curieux quand j'entends ça, j'aimerais bien aller voir qu'est-ce qu'ils font. Enfin, oui. Oui, par défaut, quoi, en gros. C'est ça, c'est par défaut, exactement. Je pense que l'expression est bonne. Ça, j'appelle ça du désenchantement. Voilà. Hein. Il me reste toujours, il me reste encore la famille. Oui. Parfois, certains vont dire ça, je n'ai que toi. Leur enfant, je n'ai que toi. Ce qui est frappant. Alors, c'est des expressions qu'on entend tout le temps, on n'y fait même plus attention. Hein. Je vais maintenant m'occuper de ma famille, je n'ai que toi. Mais c'est des signes de désenchantement. Ça veut dire que la vie n'a plus, il n'y a plus d'enthousiasme existentiel. Là, il n'y a plus que ça. Un peu comme, voilà, ben, je vais maintenant aller m'occuper de mes tomates. Quoi. Les tomates, la famille. Pourquoi pas? Alors, pourquoi pas? Eh ben, est-ce que vous voulez que je réponde à pourquoi pas ou vous le dites un peu comme ça? Oui, je le dis comme ça, mais oui. Ben, est-ce que vous voyez déjà vous pourquoi pas? Pardon? Est-ce que vous voyez déjà vous pourquoi pas? Bah, s'occuper de ses tomates, c'est de s'occuper un petit peu de soi aussi, finalement. Oui, oui. Ça vous va? Pour manger peut-être des bonnes tomates, on ne trouve plus. Ouais, Ça évolue, les tomates, en bien ou en mal. Attendez, juste Non, une non, mais seconde, voilà, parce c'est un que... petit peu s'occuper de soi, se dire je vais m'occuper de mes tomates, on s'occupe de soi. Alors, voyez-vous le problème, bon, que ce soit les tomates ou Oui, la enfin, famille, les tomates, Oui. n'importe. hein. voilà, mais c'est un peu du même acabit, hein, Oui. est-ce que vous voyez le problème? Attendez, cassez pas juste voir ce que Nicole va dire. Voyez-vous le problème que, je ne dis pas que ça le représente nécessairement, Ouais. voyez-vous le problème que ça peut représenter, ce type de repli ou non? Bien entendu, Lequel? sur le plan social. Par exemple, Oui. est-ce que vous pensez qu'une personne qui d'un coup, voilà, se replie sur soi en évitant tout rapport sur, est-ce qu'en effet ça risque, pas nécessairement nouveau, mais ça peut poser problème, ça va? Sur le plan social déjà. Hein? L'être humain est un être social, ça va? Hein? Voilà. Hein, il devrait venir à la bibliothèque. Voilà. Ah ben ça oui. Ça, voilà. Est-ce que vous voyez, à part le plan social, sur le plan existentiel, voyez-vous quel problème ça peut poser? Ah, c'est comme une Attends, là, façon- je vais voir ce que Nicole va dire, après je verrai ce que d'autres. J'aime bien ça, je vous dis, Non, non, j'ai appris ça de Platon, j'aime bien ce que ça fait. Il a quelqu'un, puis il essaie de creuser avec cette personne. Puis quand ça se dit, on ira voir d'autres. Mais je voudrais voir comment Nicole va traiter le problème. Oui. Et justement, il est replié sur lui-même, il va être seul, et là, il a plus de refuge. On parlait de refuge tout à l'heure, là, Oui. Mais est-ce que vous voyez le problème que ça peut lui poser alors, le fait d'être ce repli? il meurt, je pense. Ben, est-ce qu'il y a en effet une forme, même pas nécessairement mort biologique, mais il y a une forme de mort, ça va hein? Ouais. Ça va hein? C'est vrai. Ça vous va hein? C'est ça. Et c'est ce qu'on voit avec un certain nombre de traités d'ailleurs, qui d'un coup, ils ne savent pas quoi faire, ils ont une espèce de repli sur eux-mêmes. Et vous avez déjà remarqué quand il y a des couples qui sont des vieux couples dans ce genre de situation, vous avez remarqué ce qui se passe dans ces vieux couples? Il se ressemble. Ben, ils se ressemblent, mais en général, c'est plutôt paisible ou il va y avoir des tensions. Hein? Voilà, ça, en général, je vois, j'ai des voisins comme ça se passe pas bien parce que il leur manque quelque chose. Vous voyez, il n'y a pas d'oxygène. Vous voyez, c'est comme ces poissons chinois qui se bouffent. Voilà. Hein? Alors, pourquoi tout ça n'est pas obligatoire, mais il y a quand même une tendance. Voilà. Hein? Voilà. Alors, vous vouliez dire quelque chose? Je trouvais que c'était aussi une façon d'échapper au jugement, d'une certaine façon. Expliquez. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le fait de, par exemple, un homme politique qui va se retrancher dans sa famille, plutôt que de dire je vais aller faire autre chose, c'est une façon pour lui, souvent dans des situations qui sont souvent des situations d'échec en général, les gens qui disent ça, c'est pas dans des situations très glorieuses, j'ai l'impression. En général, oui. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a aussi le souhait d'échapper à un nouveau jugement ou un nouvel échec. Oui. Et que finalement, c'est pas des attitudes
très courageuse. Quoi, je Ouais. Mais c'est plus que ça. Vous connaissez l'histoire. Je pense que ça a du sens ce que vous dites, mais il y a un petit élément en plus. Vous connaissez le poème de Caïn de Victor Hugo? Non. Alors, Caïn, il a tué son frère. Hein, vous pouvez le savoir. Voilà. Et puis alors, il y a Dieu qui le poursuit. Voilà. Donc, le jugement de Dieu qui le poursuit, c'est pas que c'est le jugement de Dieu. Et alors, il fait tout pour échapper au jugement de Dieu. Et à la fin du poème, qu'est-ce qu'il fait? Vous savez où il se réfugie? Comment? Dans la tombe. Dans la tombe. Et l'œil était dans la tombe. Attendez, dites-le bien, si vous m'en entendez pas. Et l'œil était dans la tombe. L'œil de Dieu. Oui, était dans la tombe et regardez Caïn. Voilà. Et bien c'est ça, à mon avis, qui se passe. Je suis d'accord, il va essayer d'échapper au jugement, mais il en reste un. Alors, Dieu a une représentation, c'est-à-dire que son jugement à lui sera toujours là. Voilà, la conscience. Voilà, et on ne peut pas y échapper. Et ça, c'est le pire des jugements. C'est pas autrui, pas les journaux, c'est son propre jugement pour soi-même. Et à ce moment-là, surtout cet homme qui a voulu avoir des ambitions et autres, il se retrouve tout d'un coup, en effet, une espèce de repli, il va être impitoyable avec lui-même. Ça va? Voilà. Hein, c'est ce qui tend à se passer. C'est pour ça qu'il y a souvent les personnes comme ça développent un côté acariâtre, misanthrope. C'est les autres du coup. Hein, ils n'aiment pas les voisins. Voilà. La théorie du complot. Pas, si vous voulez, la théorie du complot. Voilà. Hein, voilà. Sans compter que Tanguy les a peut-être pas attendus. Alors, ça, c'est aussi le côté rigolo. Quand quelqu'un dit occupe de la famille, mais je leur demande, écoutez, est-ce que votre famille a envie de vous occuper d'elle? Qu'est-ce que vous allez faire? On leur dit, parce que qu'est-ce qui va se passer si je fais ça? Je leur dis, bah, reste avec moi. Ouais, mais l'autre, il n'a peut-être pas envie, maintenant il a sa vie, il n'a peut-être pas envie de rester avec vous. Et là, ils vont être en effet à nouveau déçus. C'est comme si la famille était là pour nous, quoi. Voilà. Ils m'attendaient toutes ces années. J'ai fait autre chose, j'ai fait de la politique. Puis maintenant, je vais y aller. Et ils n'attendaient que moi. Alors, c'est possible. Les seuls qui peuvent faire ça, c'est les épouses sacrificielles qui, à la rigueur, ont ça. Enfin, tu m'es revenu. C'est possible. Mais les enfants en général, beaucoup moins. Et puis toutes les épouses ne sont pas sacrificielles. On est d'accord? Mais en effet, il y a une sorte de dire, bah, il m'attendait toutes ces années, maintenant, bah, soyez contents, c'est moi, je reviens. On t'attendait, comme le Messie. Voilà. En tout cas, de cette idée, donc, c'était quoi le concept? Désenchantement. De désenchantement. Voilà, quand les désenchantés, voilà, il reste une sorte de lieu comme ça, illusoire ou non, qui s'appelle la famille. Ça va? Voilà. Rien d'autre là-dessus sur des enchantements? Non? Ça vous parle de désenchantement ou pas trop? Oui, mais de toute façon, ça rejoint ce qui a été dit sur le refuge et la complaisance. Pourquoi le désenchanté se tourne vers la famille? Parce que c'est le lieu du refuge et le lieu de la complaisance. C'est ça. Alors, toutes ces choses se recoupent, si vous voulez, mais à chaque fois, toujours pareil, c'est qu'il y a une perspective un peu différente. C'est l'opposition entre l'action dans le monde, accomplir quelque chose, et puis, d'un coup, une sorte d'abandon. Hein. Donc, ça se recoupe, mais quand même, il y a un angle un peu différent. Vous savez, quand je travaille avec les personnes, il y a des prismes. On va dire c'est un prisme un petit peu différent, mais en effet, oui, ça se recoupe, je suis d'accord avec vous. Voilà. Alors l'autre, c'est la question de l'identité. Voilà, c'est l'identité. L'identité, en gros, c'est ce qui fait qu'on est ce qu'on est. Hein, un peu comme la carte d'identité, mais quand je parle d'identité psychologique, qu'on est ce qu'on est, et ce qu'on est, ça se constitue au fil du temps, voilà, particulièrement dans l'enfance, mais après, voilà. Hein. Et en général, dans une famille, il y a une sorte d'identité commune. Et ça m'a toujours frappé quand je parle des adolescents, ou même des adultes, ils parlent, voilà, je ne suis pas comme ma mère, je ne suis pas comme mon père. Et je leur parle, et c'est très bizarre, parce que vous vous rendez compte, là, vous venez de critiquer votre mère pour certaines choses, et vous vous rendez compte comment vous parlez, vous ne trouvez pas que ça ressemble beaucoup à sa manière à ce que vous m'avez décrit, vous voyez? Mais ils ont changé un peu la forme, vous voyez, il y a un autre empaquetage, mais les choses sont très semblables. Donc, j'ai un principe, c'est qu'en gros, dans une famille, il y a nécessairement des caractéristiques. Alors, bon,
nous avons. Et même dans le rejet de la famille, il peut y avoir des caractères. Parfois, le rejet, c'est justement parce qu'on est trop semblable. Enfin, je dis aux parents qui ont plusieurs enfants, je dis, lequel vous insupporte le plus? C'est votre enfant qui est le plus différent ou l'enfant qui vous ressemble le plus? Eh bien, très souvent, c'est celui qui nous ressemble qui nous insupporte le plus. Voilà. Donc l'identité, c'est très étrange comment ça fonctionne. Voilà. Mais en gros, la famille, ça fait partie de l'identité. Et puis aussi, voilà, bon, certains, tout le monde ne fait pas, mais certains vont s'identifier, hein, c'est notre famille. Pensez même au concept, ça s'appelle les grandes familles. Voilà. Alors, il y a les grandes familles, mais il y a les petites familles aussi. Et les petites familles, elles ne s'identifient pas moins à leur petite tribu que les grandes familles, même si certains sont plus célèbres que d'autres. Voilà. Donc, on partage quelque chose avec nos proches. En plus, on a une histoire commune. Bon, l'histoire commune, eh ben, c'est pas anodin, hein, parce que ça crée des liens d'avoir. Hein, regardez si vous avez par exemple un ami que vous avez, comme ça, vous connaissez depuis 30 ans, par exemple, même si vous avez dérivé un peu, il y a quand même quelque chose. Quelqu'un me disait, voilà, j'ai quelqu'un qui me pose problème parce que je le connais depuis très longtemps, mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'a plus rien en commun. Mais quand même, pourquoi? Parce qu'on a une histoire commune. Voilà. Donc, cette histoire commune, c'est très commun. Ça crée un sentiment d'identité, et puis ça peut renforcer. Si je suis seul à penser quelque chose, par exemple, je peux douter de moi. Mais si dans ma famille, on pense tout ça, voilà, hein, ça peut être des copains, peu importe, eh bien, ça renforce notre identité. Hein, voilà. Alors, certains ont un rapport très différent avec la famille. Dans ma famille, moi, on m'a fait douter de moi-même. Pour l'anecdote, moi, mon travail philosophique, ça n'a jamais été très encouragé par ma famille. J'ai plutôt eu des critiques que des encouragements. Mais bon, après, justement, pour certains, ça a été un peu dramatique. Moi, il y a une action là-dessus, mais pour certains, justement. Mais en gros, en général, la famille va pouvoir renforcer un peu un sens d'identité. On est moins seul. Deuxièmement, on a une histoire commune, on a peut-être des valeurs communes, des ressemblances. Voilà. Donc la famille fait partie et constitutive de notre identité. Voilà. Donc c'est une des raisons pour laquelle, oui. Mais qu'est-ce que vous mettez dans le paquet histoire commune, ce qu'on appelle aussi les secrets de famille, c'est les choses qui sont plutôt de l'ordre de l'indicible que du dicible ou du non révélé que du révélé. Oui. Alors, vous savez, la plupart des choses communes se disent pas. Vous savez, moi je dis que les choses les plus fondamentales de l'être humain, on ne les dit pas. C'est justement l'idée de la philosophie, c'est d'aller, ou de la psychologie, pareil, on va aller creuser, on va aller trouver ça. Vous voyez, je donne un exemple tout bête. Prenez l'inceste. Alors, l'inceste actuel ou l'inceste symbolique, hein, parce que l'inceste symbolique est beaucoup plus courant que l'inceste manifeste. Hein, ça ne se dit pas. Ça se dit pas. Vous qui aimez les pays nordiques, vous savez, ces films qui ont été faits là, par ce groupe de cinéastes danois, je pense, entre autres sur Festen, voilà, qui ont essayé de montrer justement que derrière ce côté formel, festif et autres, l'inceste, dans ce cas-là, c'est du viol absolument terrible, vous voyez. Donc en gros, souvent, mais chez l'être humain c'est pareil, la plupart du fondamental ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Voilà, hein, pour des raisons, à tort ou à raison. Peut-être qu'on préfère ne pas l'entendre. Mais du coup, est-ce que c'est pas difficile d'identifier ce qu'est cette sorte d'identité par le fait qu'elle repose beaucoup sur l'indicible du non-dit? Parce que beaucoup de choses qui se passent chez l'être humain se passent sans le savoir. Pas sans savoir, se passent hors conscience. Ou alors, Sartre distinguait deux formes de conscience, qu'il appelait la conscience pré-réflexive et la conscience réflexive. Là, je vais expliquer. La conscience pré-réflexive, c'est une conscience qui n'est pas réfléchie, comme le mot l'indique, c'est des sentiments, c'est des sensations, c'est des impressions, vous voyez. Hein. Et la conscience réflexive, là, on va nommer les choses et on va les expliquer. Donc, la plupart du temps, ce qui se passe chez l'être humain, c'est pas réfléchi, c'est intuitif. D'ailleurs, quand les gens vous leur demandez, ils ont beaucoup de mal à vous expliquer, parce qu'en général, ils n'expliquent pas. Et quand vous allez chez le psychologue,
il va mettre des mots dessus qu'on n'a pas. Voilà. Donc c'est pas parce qu'il n'y a pas de mots que c'est pas pour autant très réel et très prégnant. Voilà, ça va, hein? Alors justement, c'est en mettant des mots que vous allez vous distancier. C'est très bizarre. C'est quand vous nommez le problème que là, vous pouvez en prendre distance. Mais si vous ne le nommez pas, vous êtes complètement dedans. Vous voyez, hein? C'est en nommant. C'est pour ça que c'est l'importance de nommer comme une forme de libération. C'est l'idée de la parole qui guérit de Freud. C'est-à-dire qu'en nommant les choses, eh bien, on s'en distancie parce qu'on les identifie. Alors quand vous faites que purement les vivre, vous en êtes prisonnier. Ça a du sens? Voilà. Donc, fait, ce soit indicible, non seulement on ne change rien au problème, mais c'est encore pire, c'est encore plus prégnant. Ça va, hein? Oui, c'est ça, c'est d'autant plus constitutif, du coup. C'est ça, ça a d'autant plus d'effet. Hein, c'est pour ça que prendre conscience est libérateur. Et comment prendre conscience? C'est en nommant et en analysant. Ça va? Voilà. Autre chose là-dessus? Non? C'est bon? Voilà. Bon, alors c'est sur l'identité. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, alors une autre qui peut me paraître plus étrange, c'est ce que j'appelle la crainte de l'individualité. Voilà. Alors à la fois on est tous individus, mais pourtant, c'est une idée c'est qu'il y a une forme de solitude radicale de l'être humain qui nous effraie un petit peu. En gros, le principe, c'est vous naissez seul et vous mourrez seul. Voilà. Hein, voilà. Alors, bon, je vois que Nicole fait de vous. Peut-être ça vous va très bien. Non? C'est ça? Mais c'est une réalité. Ah non, ah ouais, alors là vous êtes très sage en parlant ici, mais c'est pas parce que c'est une réalité que ça veut dire qu'on se réconcilie avec cette réalité. Oui. Je suis bien d'accord sur la réalité, mais vous savez, il faut distinguer en français le réel et la réalité. C'est marrant parce qu'en anglais, ils ne distinguent pas. En français, on distingue. Et vous savez en gros quelle est c'est obligatoire, mais ça qu'on fait entre le réel et la réalité. Non. Le réel, il est en soi. C'est les choses brutes, si vous voulez. Oui. La réalité, c'est quelque chose qui est constitué, vous voyez, qui est fabriqué. Voilà. C'est pour ça que le réel, il nous échappe. Hein, il transcende complètement. La réalité, ben, on est un peu partie prenante. Vous voyez, hein. Donc le réel nous fait peur, et ça paraît bizarre, on fabrique de la réalité pour échapper au réel, parce que le réel, il fait très peur. Donc, que ce soit réel, en effet, qu'on essaie d'avoir seul, oui, mais dans la réalité, eh ben, est-ce que vous avez déjà remarqué, il y a beaucoup de gens à qui cette solitude radicale fait un peu peur, ou très peur. Vous avez déjà remarqué ou non? Bah oui. 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 Voilà. Donc ils vont tout faire pour ne pas être seuls. Hein, moi je connais des personnes, ils sont constamment en quête d'autrui. Ils sont en quête d'autrui. Sous n'importe quelle forme, l'amour, l'amitié, les relations, ce que vous voulez, ils sont en quête d'autrui. Et l'idée de faire face à eux-mêmes dans la solitude, ça les effraie beaucoup. Vous voyez? Donc la famille vous offre, voilà, ben, c'est un donné. Vous avez un petit groupe. Alors, je vous dis, si vous êtes marié, ben, toujours divorcé, mais les familles, on ne divorce pas. Voilà. Donc même quand vous disputez, pas grave, vous avez encore cette famille qui est là, c'est une forme de présence. Certains voudraient bien s'en débarrasser dans leur... C'est pas possible. Votre famille vous a marqué. Et donc, ça donne, même dans la dispute, même dans la rage, vous n'êtes quand même pas tout seul. Et donc, c'est une manière, la famille, c'est quelque chose qui nous protège de notre solitude radicale. Hein? Ça a du sens? Oui. Voilà. Bon, je regarde si autre chose sur la solitude. Non, en gros, c'est ça. Voilà. Voilà. Pas d'autres commentaires sur la solitude, échapper à la solitude? Non, très bien. Moi, Oui, allez-y. je suis un peu choquée sur... parce qu'en fait, on est seul, on meurt seul. Déjà, c'est à voir, hein, parce qu'on est seul, on n'est pas vraiment seul. Il y a la mer qui pousse, il y a le lac qui tire. Ouais. On n'est pas vraiment seul. Alors, Et puis, on n'est pas forcé de mourir seul non plus. alors, Mais même, admettons qu'on est seul et qu'on meurt seul, il y a quand même tout le... On n'est pas seul dans tout le reste, quoi. ouais, alors C'est déjà, le seul moment où on est déjà, on va prendre une chose à la fois. On est seul. On est seul, visiblement, ça a l'air de vous embêter un petit peu. Ça va, hein? On n'est la pas seul. naissance, hein, on dit Oui, on la est naissance, la réalité. oui, la naissance. Voilà. Oui. Hein? La naissance, on est seul, ça a l'air de vous embêter un petit peu. Je ne m'embête pas, mais c'est pas tout à fait vrai. Oui, quoi. ben,
quand les dans gens... la réalité. Non, mais, quand les gens disent des choses fausses, Oui. ça vous embête un peu ou non? Oui, ça me vient d'un peu. Voilà. J'ai envie de dire, oui, on n'est pas vraiment On est seul. entre nous, chipoter, voilà. On est seul, l'expression des seuls, voilà, ça vous embête un petit peu, ça va? Oui, oui. Voilà, eh ben, on va l'examiner, c'est bon? Ok. Voilà. Alors, vous, votre argument, c'est de dire, bah non, on n'est pas seul. Il y a la sage-femme, il y a le médecin, il y a la maman, il y a plein de gens, ça va? Bien. Très bon argument, en effet. Rares sont les bébés qui naissent sans qu'il y ait quelqu'un autour, au moins une mère, ça va? C'est logique. Maintenant, alors je dis toujours, vous savez, c'est un bon exercice d'esprit, c'est toujours de dire qu'on entend une idée qui nous embête, toujours de se dire, mais avant totalement de la critiquer, les Grecs avaient un concept appelé époqué. Époqué, ça veut dire, c'est la suspension du jugement. C'est-à-dire que, avant de ne pas être d'accord, je vais essayer d'aller jusqu'au bout de cette idée. Ouais, quelqu'un me dit, je ne sais pas quoi, c'est bien, de truander les gens. Comment? Non, attends, une minute. Je vais essayer de comprendre comment quelqu'un arrive à dire que c'est bien de truander les gens. Vous voyez, d'abord, dans un premier temps, je vais suspendre mon jugement, je vais approfondir l'idée. Et d'ailleurs, c'est vrai que quand on enseigne la philosophie, c'est un gros problème, parce que on lit des textes, et ces auteurs, on n'est pas spécialement d'accord avec eux, et l'élève, il commence, il dit, ah, je ne suis pas d'accord. On s'en fout de cela, c'est pas notre problème. Alors, il est un peu surpris, parce qu'il pense que c'est ça qui compte. Il dit, non, d'abord, tu vas essayer de comprendre. Hein, c'est l'idée de Spinoza, il dit, il ne faut ni critiquer, ni rire, ni se plaindre, il faut comprendre. Voilà. Et une fois qu'on a compris, là, on va essayer de voir, bon, dire pourquoi ça ne va pas. Ça va. Mais parfois, on peut être surpris. C'est qu'en pénétrant dans la compréhension, ah ben oui, tiens, zut alors, ça va hein? Alors, donc vous allez, l'avocat du diable, essayer de défendre l'idée selon laquelle on est seul. Quel serait un argument pour dire oui, on est seul? Allez, on va voir si vous êtes créatif. Le fait qu'on vienne de je ne sais pas où, quand même, peut-être on est seul dans le sens où voilà, on arrive là. Bon, c'est très bien, vous l'avez très bien dit. Quand tout d'un coup, regardez bien, supposons que vous arriviez là, et là, à la bibliothèque, vous ne savez pas pourquoi, ni comment, aucune idée, et vous arrivez là. Est-ce que vous n'avez pas un sentiment de solitude? Quand vous ne savez pas rendre compte de ce qui vous a amené là, vous ne dites pas, tiens, je me sens un peu seul. Regarde. Je suis content de vous trouver. Se sentant seul en arrivant. Oui, sauf que lui, il ne va pas le raisonner, si vous voulez, ce que j'expliquais tout à l'heure. Il va même le ressentir. Voilà ce que j'ai expliqué. Il y a la conscience très réflexive, la conscience réflexive, vous voyez. Ce qui lui arrive à lui, ça n'arrive pas aux autres et les autres ne l'accompagnent pas. Il n'y avait personne qui était dans le ventre avec lui, qui disait allez viens, je te prends par la main, et puis on va sortir tous les deux, tu vas voir, tout ira bien. Non, d'un coup, le pauvre, il est, c'est ce que Heidegger appelait, Dasein, il est jeté dans le monde. D'accord. Du coup, il est jeté dans le monde. Voilà. Je ne peux même pas demander son avis. Je ne sais pas trop pourquoi ni comment, mais d'ailleurs certains disent que ça peut être un peu traumatisant. Ça va hein? D'ailleurs, quels sont les premiers gestes qu'il fait, le bébé? Il hurle. Alors on le prend comme une routine, mais écoutez, il dit quelque chose quand même, la petite bête. Il dit quand même, il hurle, quoi. Bon, attends, ça peut avoir du sens. Même qui meurt. Bon, alors, vous voyez, donc, voilà. Donc simplement, c'est ça. Donc déjà, c'est une expérience que vous vivez malgré tout seul, même s'il y a du monde autour. Ça va? Parce que voilà, ça a l'air tellement arbitraire et violent que c'est une expérience un peu singulière. Ça va? Alors après, vous pouvez, ça n'empêche pas que ce que vous avez dit avant est vrai. Vous voyez qu'il y a du monde, pas tout seul, qu'on t'a caressé le ventre, voilà tout ce que vous voulez. Parler, comme ma première qui est toujours un peu obsédé. Moi, j'allais lire avant d'accoucher à ma femme, je lisais du Platon. Ceci dit, ma fille, elle travaille dans les philosophes. Je ne sais pas si c'est la raison. Voilà, j'étais tellement amoureux de Platon que je lisais Platon, sa femme, Finesse, elle n'était pas seule, elle était avec Platon, papa. Je le présente. Voilà, mais l'idée, oui, il y a une forme de hein, donc on peut voir pourquoi quelqu'un défend la vie.
idée. Ça va hein? Oui, vous avez fait ce travail vous-même. Bravo. Ça va. Mais c'est une bonne habitude à prendre, en parenthèse. Alors, on a le droit d'avoir des convictions, on dit non, c'est comme ça, pas autrement. Mais si on veut réfléchir, c'est toujours une bonne habitude, avant de se précipiter, je ne suis pas d'accord. Voilà, je ne sais pas, vous n'aimez pas les conspirationnistes, ben vous allez se dire, tiens, je vais essayer de comprendre. Hein? Voilà. Hein? Je donne un exemple moi, très concret sur cette affaire écrivaine russe, que je dis, je m'intéresse beaucoup à la Russie, j'y ai travaillé, mais essayer de comprendre, pas juste être là et dire bon, c'est pas bien, il y a la guerre, bon, je suis d'accord, mais de comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis d'ailleurs, j'ai trouvé un philosophe russe, si jamais ça vous intéresse, il parle français aussi, il s'appelle Alexandre Douguine, qui est très bon pour expliquer le raisonnement ou la vision du monde de Poutine, voilà, là, voilà. Mais toujours essayer de comprendre, pas rester sur une réaction immédiate aux choses. Voilà. Après, ça n'empêche pas d'émettre un jugement, hein, de dire ce qui va pas, mais toujours essayer de comprendre l'autre, je dirais toujours la face cachée de la lune. Quoi. Voilà. Et ça, c'est intéressant aussi de comprendre comment ça se fait que ça me dérange. Ah ben oui, allons-y, tiens. Eh ben dites-nous. Ah ben vous avez mis l'eau à la bouche maintenant, mais ça va. Ah, copine, pourquoi ça vous dérange la solitude? Voilà, c'est bien, non, ça c'est bien vu en effet. Hein, et peut-être qu'en effet, cette solitude, chacun vous fait une belle grimace, hein, cette solitude vous embête quelque peu. Et il y a des personnes pour qui la solitude est un salut. Hein, il y a une personne qui m'expliquait que pour elle, justement, l'autre est un intrus. L'autre est un intrus. Et puis il y a des personnes pour qui c'est le contraire. L'autre est le salut. Vous voyez, les personnes sont très contentes d'être tout seuls, au contraire, ils ne veulent pas qu'on les embête, puis d'autres, c'est au contraire, ça les angoisse d'être tout seuls. Voilà. Donc là, je parle des personnes pour qui, justement, la solitude pose problème, et la famille, c'est un lieu, un endroit où je peux toujours retourner ou être. Ça va hein? C'est bon? Autre chose à dire ou non, ça va? Non. Autre chose sur la famille pour éviter, non, bien la solitude. Alors. Mais la solitude, excusez-moi, mais par exemple un ermite, c'est ce qu'il recherche. Ah ben l'ermite, oui. Mais il n'est pas seul l'ermite, vous savez pourquoi? Oui. Non mais dites pourquoi quand même? Ben, parce qu'il croit Mais pourquoi il n'est pas tout seul? Mais il vit tout seul quand même. Oui, ben non, il ne vit pas tout seul l'ermite. Il ne vit pas tout seul l'ermite. Je viens de lire un article dans Panorama. Non, il était bien seul. Oui, il est bien seul dans la photo. Ah non. Non, mais dans la photo, il est seul. Oui. Mais dans sa tête, est-ce qu'il est seul? Ah non. Ah voilà. Ah, bah, c'est sûr. Et ben voilà. Oui, c'est sûr. Et qui est là? Ah ben, il peut avoir, là c'est peut-être Dieu, c'est ben voilà. tout ça. Et vous dites comme c'est Dieu, comme si de rien n'était. Non, mais c'est d'accord, terrible quand même. Oui, non mais. Il a... Non, mais je veux dire qu'au lieu de rester, par exemple, moine, il a décidé de quitter tout le monde pour vivre peut-être plus, vivre plus. Eh ben, il est amoureux, éperdument. Oui, c'est ce que d'accord, disait mais... Thérèse d'Avila, elle aimait tellement oui. le Christ, c'était son amour. Et quand vous êtes amoureux, vous avez envie, on dit que 2, 3, qu'on dit l'expression 3, c'est... Voilà. Il veut être tout seul. Dans les traditions religieuses, il y a toujours 2 rapports. C'est le rapport à la transcendance et le rapport au groupe. Voilà. Et certains, non, ils ne veulent pas de groupe, ils veulent juste la solitude dans le tête-à-tête érotique avec la transcendance, quoi. Voilà, tout à fait, hein, c'est ça. Sinon, vous êtes distrait, hein, il n'est pas tout seul, ça va? Oui, bien sûr. Hein, oui. Ça va? Vous avez traité Dieu un peu légèrement, là. On sent que vous n'êtes pas prête à être ermite, hein? Ermite, non, mais c'est pas pour ça que je crois en Dieu. Hein. Ah non, mais j'ai bien compris, justement. Non, mais je voulais dire que l'ermite, il cherche quand même à s'éloigner de ses... Oui, mais le problème, c'est que ça, c'est uniquement une cause secondaire. C'est surtout ce qu'il veut, c'est être seul. Oui, je comprends. Voilà, c'est ça. C'est pas qu'il veut se débarrasser des autres.
c'est qu'il veut être seul avec Dieu. Un peu comme si vous êtes en voyage de noces, Oui. vous n'avez pas envie que vous trimballez la famille, ça va? Dans la bulle. Non, Dans dans un la voyage de noces, on va être tranquille, ça va? Et pour le coup, il est en famille. Alors, si Dieu est sa famille, oui, mais si Dieu n'a Vous pas... avez parlé d'érotisme, ce qui effectivement est chez certains mystiques effectivement Oui. est latent. Et du coup, on peut quand même assimiler ça à une forme de relation de couple et une forme de famille. Alors, de couple, oui. Alors là, il y a le problème, oui, savoir... Vous voulez faire la différence entre couple et famille. Ouais, parce que la famille a une idée quand même de multiplicité. Si vous êtes juste marié, on dira jamais ma famille quand j'ai juste une épouse. Vous voyez? C'est vrai que c'est deux concepts un peu différents. Ouais, alors vous dites que l'un débouche sur l'autre, je suis d'accord. Mais il y a quand même un peu de... C'est pas évident. Parlez pour vous, chère madame. Non mais vous connaissez Thérèse d'Avila ou non? D'ailleurs, qui a été vilipendée par l'Église. Ah oui. Mais elle était amoureuse du Christ. Elle était épouse du Christ. Ils n'ont pas d'enfants. Comment vous n'avez pas d'enfant? Ils ont eu des enfants. Non, mais par Elle était épouse du Christ. Mais elle a vécu 1300 ans plus tard. Pardon. Vous suivez? Oui. Elle était au Moyen-Âge. Oui. Donc, ils ne sont pas vraiment connus charnellement. Ils ont eu des enfants spirituels. Ils ont eu des enfants de naïfs. Allez, je vous en remercie. Voilà. Donc, en tout cas, c'est vraiment un mystique, c'est en effet, là, voilà, c'est une relation. Donc, alors, sont-ils seuls? D'ailleurs, vous avez vu, il y a un très beau film qui est intéressant là-dessus, sur le silence de Dieu, sur les jésuites au Japon. Ça s'appelle comme ça, je l'ai vu en anglais. Le silence de Dieu, sur les jésuites, les pères jésuites qui vont au Japon, là, qui sont torturés, qui sont apostats. Donc, quelqu'un connaît? Non. Scorsese, magnifique film. Ah, vraiment, je vous recommande. Et c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il part, puis ils ont du mal, quoi. C'est les missionnaires qui sont au Japon, ils se font maltraiter et tout, à un moment donné, ils se plaignent du silence de Dieu. Donc, quand ils se plaignent du silence de Dieu, justement, c'est dit, comme le Christ a dit sur la croix, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà. Hein. Et d'ailleurs, si on parle comme ça du silence de Dieu, c'est bien qu'on attend de la compagnie, quoi. Voilà. Alors, quelqu'un qui n'est pas religieux, il peut dire, je comprends très bien, voilà, sauf s'il fait un gros effort de pensée, mais l'ermite, en général, il est loin d'être seul. Quoi, voilà. Il est même, dirait, je suis dans la plénitude, moi, j'ai toute la compagnie qu'il me faut. Hein, ça va, voilà. Mais bon, quelqu'un qui dit, je ne comprends pas très bien. Je me suis dit, les petits-enfants, vous savez, les petits-enfants, ils ont leurs copains imaginaires, vous connaissez? On peut dire qu'ils ne sont pas seuls, quoi. Hein. Après, on peut les emmener chez Lucie si on veut, mais il n'est pas seul, il a Jeannot Lapin dans sa tête, voilà. Hein. Donc la solitude, ce n'est pas uniquement un concept, on va dire, physique. D'ailleurs, en anglais, il y a deux mots, hein, d'ailleurs, alone et lonely, qui ne sont pas la même chose. On va dire ça. C'est de dire, justement, est-ce que c'est la solitude, on va dire, physique, ou bien est-ce que c'est la solitude psychologique? Voilà. En français, on n'a qu'un seul mot à part. Quand vous parlez de Dieu, de la phrase pour Mathieu abandonné, je fais parler avec la famille, là, et je me demandais si aussi, est-ce que la famille, l'image qu'on a de la famille ou l'attachement qu'on a à la famille, se construit pas justement à travers des épreuves d'abandon ou de... C'est-à-dire, est-ce qu'on ne renforce pas son image de la famille comme justement refuge ou autre? Alors, Alors, vous savez, l'histoire de la famille, c'est une épopée. Ouais. Vous pensez à vos 18 ans, vous avez 18 ans de rapport avec votre famille, il y a un côté un peu épique, vous voyez. Il y a des abandons, il y a des moments d'extase, des moments, toutes sortes de moments, vous voyez. Après, quel effet général ça va avoir sur vous, alors ça, on ne peut pas dire, vous voyez, il y a des effets très... Il ne faut pas justement qu'il y ait ces moments négatifs pour que se construise une image de la famille. Est-ce que la famille peut se construire que par du positif? D'ailleurs, le problème, c'est déjà, ça n'existe pas. Ah oui, c'est ça. Déjà, le problème ne se pose même pas, il n'y a pas de moment négatif. Mais en même temps, là où je pense que votre idée a du sens, c'est qu'on peut dire qu'il n'y a pas de bonheur sans malheur. Ouais. Quelqu'un qui vivrait un bonheur permanent, je pense qu'il finirait par s'ennuyer profondément. Je suis heureux. C'est Platon, il a l'image de l'éponge pleine. Vous voyez l'éponge pleine, elle est là.
vous pouvez plus goûter au bonheur s'il n'y a pas de malheur, vous voyez, d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, moi, j'ai une petite technique, j'aime beaucoup le thé, hein, je bois des tas de thés différents. J'ai de la chance, j'ai des étudiants en chinois, donc je ne vais plus en Chine, ils m'envoient des thés. Il y a des thés que j'aime pas beaucoup. Puis alors, le jour, j'ai pris un thé que je moi, je dis, je n'aime pas beaucoup ce thé. Et l'autre me dit, mais pourquoi tu bois ce thé? Eh bien, je vais te dire, c'est parce que je bois ce thé que je vais encore plus apprécier après. Alors, bon, il n'est pas dégoûtant non plus, hein, je n'ai pas non plus empoisonné. Mais bizarrement, je ne sais pas si ça vous parle, cette expérience, vous allez manger ou boire quelque chose qui n'est pas nécessairement aussi bon, mais bizarrement, du coup, vous allez plus apprécier la bonne chose. Ça vous dit? Oui, c'est ça, effectivement. Voilà. Donc, voilà, donc comme dit Leibniz, il dit il n'y a pas de montagne sans vallée, il n'y a pas de vallée sans montagne. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Donc, d'abord, c'est pas possible d'avoir que du bonheur. Puis, deuxièmement, oui. D'ailleurs, c'est pas nécessairement du malheur, mais c'est un moindre bonheur déjà. Vous voyez, voilà. Et si les gens sont très heureux, ils sont bien, dès qu'il y a un moindre bonheur, tout le monde il est avide. Hein. Dès qu'il y a un truc un peu moins bien, oh là là, c'est pas possible, ça va. Il trouvait, d'ailleurs, on le voit. Si on voit, je pense que la vie qu'on a aujourd'hui, elle est beaucoup moins dure que c'était avant. Mais bon, les gens, vous voyez, on rouspète. Pourquoi? Parce que Internet, il n'est pas très rapide aujourd'hui. Hein. Vraiment, c'est insupportable. Hein. C'est pas possible. Hein. Ah là, vraiment, je vais aller me peindre. Moi, Internet n'est pas rapide. D'accord. Voilà, moi, je me rappelle d'ailleurs, ça fait longtemps que c'est Internet. Quand j'ai commencé il y a dans les années 90, il fallait appeler le téléphone, et puis ça marchait une fois sur trois, quoi. Alors, quand les gens n'ont pas content d'Internet pas rapide, je dis, bah écoutez, je leur raconte ma petite histoire. Ça leur plaît pas beaucoup, mais enfin, voilà. Donc, c'est un peu, voilà. Donc, on ne peut pas séparer, on va dire, le bonheur du malheur. Ils sont frères jumeaux, quoi, ou sœurs jumelles, ça vous va? Oui, donc y compris dans la famille. Dans la famille. Mais c'est vrai que c'est dans une épopée, il y a des moments héroïques et puis des moments terribles. C'est pour ça que j'ai appelé cette épopée. Donc, l'histoire d'une famille, il y a toujours une dimension un peu épique. On se voit après, ouais. Et tu te rappelles le jour où, et tu te rappelles le jour où. Non, voilà. Alors, ça peut être terrible, ça peut être rigolo, mais parfois, c'est le jour où je t'ai cassé la jambe, alors qu'est-ce que c'était marrant. Bon, allez, je vois que le temps passe, je vous en fais un dernier. Ah oui, parce que moi, il faut que je m'en aille. Alors, je peux vous proposer quelque chose. Il faut que je m'en aille, n'existe pas. Il y a toujours, je veux partir. Vous allez le voir, hein, non, parce que si vous dites il faut, Valérie, si vous dites il faut, ce qui me chagrine, c'est que vous vous présentez comme une victime. Alors, si vous dites je veux, voilà une femme libre. Alors, je veux m'en aller. Voilà. Non, mais je vous embête parce que j'entends souvent il faut. Quand on regarde de plus près, bah non. Mais parce qu'on passe sa vie à se trouver des excuses bien fausses, éventuellement, mais c'est vrai aussi qu'ils ne sont pas tellement. J'ai des obligations, voilà. Si. Familiale. Oui. Non, mais... Comme une conne que je suis. Et voilà, vous voyez, vous commencez là. Là, tu as bien répondu, toi. Non, mais je vous embête, mais j'invite toujours les personnes, et quand il y a des expressions que vous faites comme il faut que j'ai les obligations, et toujours non. C'est toujours. Alors, on va le dire, si Oui, la police derrière vous. Je suis d'accord et pas d'accord du tout. C'est bien, ben ça suffit. Très bien. Et ben Valérie, c'est magnifique. Parce que je disais tout à l'heure à Catherine, être d'accord et pas d'accord, c'est très bien. Mais au moins, vous avez envisagé la posture critique. Ah bah oui. C'est bien. Mais je la connais, moi. Non, tout à l'heure, vous avez dit il faut que. Non. Mais ça m'a beaucoup intéressé. Bon. Je vous remercie beaucoup. Eh ben, on se voit tous les mois. Vous recevez comment les informations, vous? Par Catherine. Catherine. Qui finit par ne pas venir. Oui, bon. Mais elle a eu une obligation. Vous voyez? D'accord. Non, parce que Catherine m'a donné une série d'adresses mail. Elle vous a envoyé un mail? Oui. Voilà. Donc maintenant, j'ai pris les noms qu'elle m'a donnés. Vous recevrez maintenant automatiquement les informations. Voilà. Donc très bien. J'espère en faire partie. De quoi? Des Eh ben oui. Elle m'a donné une liste d'adresses. Voilà. Donc Qui si vous veillera. êtes dedans. Qui veillerait.
Oui, je veux bien quand même vérifier. Parce que c'est une façon, j'arrête de monopoliser la conversation Trop tard. après, d'aborder les choses que je ne connaissais pas. Voilà, c'est-à-dire une façon philosophique. Donc on sort de la façon psychologique, psychanalytique, etc. etc. Et surtout habituel. Oui, exactement. Et habituel, donc ça m'intéresse. Bah, très bien. Donc, Et a Valérie, priori, tu vas me donner ton adresse mail. a priori, vous êtes dessus, mais vous pouvez vérifier si vous voulez donner voilà. Valérie, tu peux me donner ton adresse mail. Allez-y, allez-y. Bon, allez, je vous en donne un dernier, après je vous laisse tranquille. Alors là, soyez prêts, il n'est pas beau celui-là. Il n'est pas beau. C'est le ressentiment. Voilà, c'est le ressentiment. Alors, je vais vous proposer une idée, c'est que il y a pratiquement, ça n'existe pas, des rapports familiaux sans ressentiment. Je savais finalement on serait copains. Ça ressentiment. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un, quelque chose à qui on en veut. Vous voyez, on en veut. Et le ressentiment en général, c'est qu'on en veut. On m'a fait quelque chose, j'ai été une victime, et ça. Ça va me paraître bizarre, mais ce ressentiment, c'est une raison de l'obsession. Voilà, on est obsédé. Oui, c'est vrai. Hein, voilà, obsédé. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a un phénomène là, quand les gens ne se sentent pas très bien, immédiatement, qu'est-ce qui leur vient à l'esprit? C'est les trucs qui les embêtent. Voilà. Quand, je ne sais pas, vous avez mal digéré, hop, vous vous réveillez, et qu'est-ce qui vous embête souvent? C'est le ressentiment. Alors, ça peut être l'artisan que vous attendiez qui n'est pas venu, ou je ne sais pas quoi, ou le crédit que vous n'avez pas obtenu, mais très souvent, justement, c'est quelqu'un qui vous est proche, donc de la famille, qui vous a dit je ne sais pas quoi, qui vous a fait je ne sais pas quoi. Et ce ressentiment, bizarrement, ça fait du lien, ça crée une obsession avec la famille. Voilà. Mais il y a toujours une forme ou une autre, plus ou moins forte, de ressentiment envers quelqu'un dans la famille. Voilà, comme ça, pour aller vite. Alors, ça n'a pas nécessairement valeur de vous empêcher de vivre. Pour certains, oui. Moi, je vois des personnes, je vois l'autre jour, je travaillais en primaire avec quelqu'un, et qui a 50 ans, sa mère est morte, mais il veut toujours que sa mère l'aime. Alors je lui dis, écoute, premièrement, elle est morte. Puis deuxièmement, si elle t'a pas aimé à l'âge de 50 ans, je ne sais pas pourquoi, à 60, elle va commencer à t'aimer. Voilà. Mais il en veut toujours à sa mère, parce que sa mère l'a pas aimé. Voilà. Alors, bon, voilà. Bienvenue chez l'être humain. Il y en a qui trimballent ce genre de choses, alors dire, bon, c'est facile à dire, puis après, pas facile à traiter. Mais pour certains, en effet, ce ressentiment est très prégnant, très fort. Voilà. Donc le ressentiment, comme une des raisons de l'obsession avec la famille. Voilà. Alors j'en ai traité 7 de mes concepts, là, mais vous voyez, j'ai bien travaillé, j'en ai plus de 20, voilà, mais bon, je ne vais pas vous embêter. Il y aura une suite? Non, en général, je ne sais pas la suite, mais ce que je peux faire, maintenant ce que j'ai commencé à faire, si j'ai un texte écrit, quand je vous fais l'envoi, je vous mets le lien si vous voulez lire le texte. Je l'ai fait d'ailleurs pour le dernier. L'anxiété, c'était quoi l'anxiété? J'ai mis le texte. Je n'ai pas toujours un texte écrit, mais des fois j'ai travaillé, je suis avec des collègues de préparer un texte. Donc là, je ne vais pas refaire 2 fois la famille, mais je mettrai le texte si ça vous intéresse de lire le texte. Voilà. En gros, j'avais une vingtaine. J'ai une petite remarque par rapport au ressentiment. Je me demandais quand même aussi si la famille, c'est pas le lieu des excès, des fois, aussi. Oui, ben alors, je dirais c'est comme tout ce qui est émotionnel, là, vous voyez. L'émotion, par définition, est excessive. Oui. Est-ce que vous savez la différence entre un sentiment et une émotion? Non. C'est spontané, là, l'émotion. Elle est moins consciente. Oui, alors, le sentiment. ouais, mais dans leur manifestation. Alors, bon, je vais dire comme ça, une émotion, c'est un sentiment qui est violent et donc il y a une manifestation physique. Ah oui. Un sentiment, vous ne le verrez pas nécessairement. Une émotion, genre, ça se voit, vous rougissez, une crispation, vous voyez, du dégoût, voilà. Hein, donc une émotion. Donc par définition, je dirais, une émotion est excessive. D'accord. Hein, c'est presque dans la nature. Sentiment, on n'a pas. On peut avoir un léger sentiment, vous voyez, de ce que vous voulez. Mais l'émotion, elle est excès par définition. Ça vous va? Hein, voilà. Donc la famille, s'il y a un rapport émotionnel, ah oui,
c'est excessif. Voilà. Après, dans l'obsession, vous avez des personnes plus obsédées que d'autres avec la famille. Il y a certains pour qui la famille... J'ai une famille, bon, enfin bon, je fais ce que j'ai à faire, c'est pas vraiment mon souci, quoi. Ouais. Alors d'autres, la famille, c'est une sorte de référence permanente, les obligations familiales, la faire ma famille. Je sais pas, je suis une femme, tous les jours encore, elle a 45 ans, mais tous les jours, elle doit parler, alors je laisse penser le gars, elle doit parler à sa mère, quoi, voilà. Alors on me dit c'est ma mère qui veut, bon, il faut être deux, hein. Il faut être deux pour accepter une telle affaire. Parce que si vraiment tu ne voulais pas, ta mère elle pourrait vouloir, tu lui dirais non, vous voyez, tous les jours. Voilà, donc pour moi, bon, allez, on va dire c'est excessif, hein, bon, pas ce qu'il se raconte, mais enfin, oui, alors l'excès, ça dépend après de la nature du rapport à la famille. Voilà. On peut avoir un rapport tempéré à la famille ou un rapport excessif, ça va? Oui, c'était un peu ce que vous dites, un petit peu différent de ce que je voulais dire dans la Allez, expliquez. Ou pour moi, c'est pas tant dans la relation, mais c'est le fait que j'avais l'impression que constitutivement, la famille permettait les excès. C'est un petit peu lié à ce que vous disiez au début sur la complaisance. En fait, Ouais. où finalement... Alors, donnez un exemple où la famille permet l'excès. Trouvez un exemple. Oui, ce serait bien que je trouve un exemple. C'est toujours bien de trouver un exemple, ça concrétise la pensée. Sinon, on ne voit pas très bien ce que Je vous sais pas voulez. si je fais la différence entre un milieu professionnel, par exemple, et un milieu familial, par exemple, en contraste, il y a des choses qu'on va laisser faire dans une famille, Voilà. par exemple, dans des conflits ou des choses comme ça. Donnez un exemple de qu'est-ce qu'on va permettre en famille qu'on ne permettrait pas dans l'entreprise. Ne serait-ce que de gueuler sur quelqu'un, par exemple. Voilà. Ne serait-ce qu'un parent qui gueule Voilà. son enfant, par exemple. La violence. La violence. Oui. La violence est plus autorisée en famille que dans l'entreprise. Oui, c'est Ça ça. va? C'est Tout à fait. cette nature-là. Donc, en effet, hein, c'est ce qui, en effet, permet la complaisance, là, permet des comportements, comme elle a défini, inacceptables qu'on accepte. Hein? Oui, alors que je qualifie d'excès parce qu'en fait, ils sont au-delà d'une certaine norme. En fait. Oui, bah, ils sont de certaines règles. Bah, la norme, c'est la raison, on va dire. Hein. C'est au-delà de la raison. Voilà, hein. Bien au-delà. Ça va? Ça va? Voilà. Merci aussi, moi je suis content d'être venu. Oui, bah, c'est bien. Voilà. Voilà. Alors, avant de partir, quelqu'un a une dernière question ou commentaire? Donc, je suis content parce que c'est mon premier cours de philo, moi. Eh ben, il est J'ai pas moi quelque chose. Comment? J'avais des bacs à eau, j'étais paysan. Mais non, mais je suis content, c'est très très intéressant. Ouais. Ouais. Ça va, c'est pas trop frustrant? Parce que parfois, c'est comme bien. je contrôle un peu la parole, les gens disent oh non, il me laisse pas parler comme je veux. Mais, Non, c'est bien. voilà. J'adore. Bon, c'est bien. Eh bien, écoutez, voilà. Il y a ceux qui souhaitent, excusez-moi, Allez-y. ceux qui souhaitent, vous me donnez votre adresse mail, et Oui. Voilà. on vous informera. Oui, oui. Bon, et je vous dis la prochaine fois. Alors, on n'a pas fixé la date avec Nicole, on va la fixer, mais on vous dira. Parce que Nicole, je me suis fait faire un reproche, hein, parce que vous m'avez conseillé de dire juste la semaine d'avant. Mais certains m'ont dit, bah non, parce que moi j'ai des rendez-vous, et donc, quitte à faire un rappel juste avant, j'essaierai de l'annoncer plus tôt. Je me suis fait gronder. Voilà, c'est Nicole qui m'a dit de le dire la semaine d'avant. Oui, parce que les gens oublient. Et souvenez-vous, la dernière fois, on l'avait annoncé 2 semaines avant, les gens sont venus le samedi. Ah ben non, il n'y avait pas Café Philo? Ah non, c'est la semaine prochaine. Ouais. Voilà. Ah, l'être humain. C'est compliqué. Voilà. C'est compliqué. Non, mais on essaiera quand même peut-être de faire 2 fois, juste longtemps avant, et puis peut-être un rappel. Voilà. Bon, je vous laisse voir avec Nicole, sinon on fixera. La prochaine fois, je vais voir, ce sera peut-être à la mairie de Saint-Denis-du-Mont, je ne sais pas encore parce qu'ils ne sont pas venus. Saint-Pierre-du-Mont, pareil. À la mairie ou chez eux? Non. C'est pareil. Ah, c'est pareil. La mairie, c'est chez Il eux. habite la mairie. Ils ont une espèce de petit château, quoi. Il y a de la place pour tout. Oui, non, mais c'est pas la mairie. Ah non, c'est pas la C'est pas la mairie. C'est sûr, c'est pas la mairie? La mairie à la bord de la route. Alors, d'accord. Bon, écoutez, vous en savez plus que moi. Non, on parle de Saint-Pierre-du-Mont, c'est ça? C'est à la bouche, la mairie.